émission 870. Cette semaine, House of the Unholy. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire, toute la gang. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je chanterai d'une équipe dont les membres militent afin que octobre devienne la meilleure saison de l'année. Fuck Noël. Je vous les présente à l'instant. Le premier, plus Halloween approche, plus il se transforme en Jack Skellington des voyeurs de vue. Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Hoi hoi. Hoi hoi Yannick. Faisait longtemps qu'on t'avait vu à l'émission. Eh oui, mais me voilà de retour. Je suis très content d'être là, non seulement à cause de l'invité qui va être nommé bientôt, mais aussi pour le sujet de la semaine qui est le travail des auteurs que j'aime beaucoup. Ed Brubaker et Sean Phillips avec House of the Unholy. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est tient la route? C'est rare qu'ils se trompent. Gardons ça pour plus tard, mon cher. On va garder ça pour la fin, en fait. Et là, on reçoit... C'est une tradition. Les gens, ils font des citrouilles, soit ils accrochent des petits fantômes à leur balcon. Nous, on le sort de notre boîte de carton qu'on avait laissé de côté pendant 1 an. C'est Jarrett Mann, le cofondateur et directeur du festival Space, qui revient cette année pour une 23e édition. Ça te rajeunit pas, mon cher Jarrett. Du 23 octobre au 2 novembre, en présentiel, mais également en ligne. Allez voir space.ca pour toutes les informations. Salut, Mr. Mann. Salut, messieurs. Jarrett, ça me surprend. Chaque année, on a des nouveaux auditeurs, une nouvelle auditrice. Puis de temps en temps, je pense que c'est bien de rappeler les faits. Sur les 23 années, je pense que le festival existe, passe. On t'a peut-être reçu au moins 15 fois facilement. Ouais. Donc, on peut pas vraiment réinventer la roue de l'entrevue, mais je pense que c'est important de te rappeler aux gens que ce festival-là existe. Puis il y a une des traditions des soirées qui reviennent, mais avant ton elevator speech, je te demande à chaque année, c'est quoi Space pour les gens qui ne connaissent pas le festival, qui viennent de découvrir les mystérieux, puis qui viennent de découvrir que Space existe? Damn, que j'aurais dû me pratiquer avant si on m'avait demandé mon elevator pitch. Désolé. Festival Space, festival de court-métrage, de genre et de tout film insolite, weird, inclassable, trash, fantastique, sci-fi et autres, qui est présenté à Montréal depuis 23 ans, dans des salles de spectacle. Ça fait partie de l'âme du festival. Donc, pas de projection dans des salles conventionnelles. Théâtre Plaza, Club Soda cette année. On a déjà été au Café Cléopâtre, la SAT et autres. C'est vraiment très festif. On fait la fête. On boit de la bière. On regarde des bons films. Beaucoup d'ambiance. Très accueillant. Des films d'ici, beaucoup, avant tout, et aussi de partout dans le monde. Puis, ça dure une dizaine de jours. C'est relié à l'Halloween. Donc, c'est sûr que il y a un petit côté horreur, un grand côté horreur pour terminer le festival, mais il y a une petite touche d'horreur un peu partout aussi. Puis tu l'as dit, je pense que c'est important de le souligner. C'est parce que ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de gatekeeping. Tu sais, des fois, il y a des événements cinématographiques, tu peux être un peu gêné. Tu sais, est-ce que c'est il y a une crowd qui connaît ça? Ouais. C'est les néophytes, c'est les gens qui connaissent le court-métrage, qui peuvent venir assister à Space. Il y a le respect des œuvres des gens qui les ont fait, mais aussi... c'est qu'il y a une fête. Donc, c'est tout ça est bien mélangé. Je pense que j'ai jamais vu une alchimie comme ça pour un festival. Puis c'est pour ça qu'on a une Space depuis maintenant 23 ans. Donc, on est bien content de te recevoir. Oui. Si je peux... Oui, vas-y, bien sûr. Ajouter un détail. C'est sûr, je l'ai déjà dit en ondes ici, mais je l'ai raconté récemment. J'ai eu la chance d'être membre d'un jury en France au festival court-métrage. C'est une première expérience pour moi. Donc, j'ai eu à parler c'était quoi Space. Puis j'ai navigué l'histoire. Mais bref, Space m'est né d'un party. Et c'était un party d'Halloween avant de devenir un festival de court-métrage. Puis c'est l'ADN était d'être quelque chose de festif et d'accueillant puis d'ouvert à tous. Puis ça a toujours resté comme ça. Donc c'est, comme tu dis, j'adore quand tu dis il n'y a pas de gatekeeping. Tout le monde est le bienvenu. Puis tout le monde, je pense qu'il faut venir une fois. Puis ensuite, on est comme, OK, I get it. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi c'est encore là depuis 23 ans. Depuis 23 ans, est-ce que c'est la même... Je sais qu'il y a des gens qui reviennent année après année. C'est leur Halloween. Est-ce que ton festival, est-ce qu'il y a des gens, tu vois des nouveaux visages à chaque année comme ça? C'est sûr. Puis c'est le fun maintenant avec la vente de billets en ligne. On a des statistiques qui nous disent exactement il y a combien de nouveaux acheteurs et tout. Puis c'est genre pas loin de 50% pareil. Donc, il y a comme un pool du monde qui s'ajoute, qui viennent découvrir pour la première fois. Fait que la pandémie a eu ce bon côté pour le festival. On s'est forcé à aller en ligne, donc on l'a gardé, cet aspect-là. Ben oui, puis là, je parlais juste des billets vendus physiquement. Je veux dire, des gens qui viennent aux événements, maintenant, on a accès à ces stats-là qu'on n'avait pas. Mais oui, le festival diffusé en ligne, ça aussi, ça nous a ouvert à tout le Québec. Puis des fois, le monde sont comme « Ah, tu diffuses en ligne, ça doit te faire perdre du monde. » Puis je suis comme « Non, au contraire. » Il y a des gens
à chaque année, c'est le fun depuis 3 ans qu'ils viennent. Je suis comme, je suis tellement heureux, c'est la première fois que je suis là en personne. J'ai toujours écouté chez nous. Tu sais, fait que ça me fait chaud au cœur. Je sais pas si je t'ai reposé la question l'année passée, mais je vais la reposer pour nos auditeurs français. On a notre ami d'ailleurs Laurent Billot, qui est un auditeur de France depuis plusieurs années. C'est devenu un ami. Il va certainement vouloir écouter Space. C'est vraiment un fan du Québec. Là. Des fois, il me parle de trucs culturels d'ici. Je suis comme, j'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est vraiment, lui et sa femme trippent sur le Québec. Mm-hmm. Est-ce que les gens en dehors de la province, en ligne, vont pouvoir écouter les films ou c'est réservé géographiquement ici? Là? C'est géo-bloqué pour le Canada, malheureusement. Puis c'est une contrainte qui n'est pas notre... c'est pas nous qui décident ça, mais c'est à cause de la distribution des cours. It's part of the game. Les autres festivals dans d'autres pays qui diffusent en ligne, c'est la même chose. Tu te limites à ton territoire. Bon, on va passer rapidement au travers de certaines soirées. Encore une fois, je ne peux pas toutes les mentionner. Allez jeter un coup d'œil à space.ca pour l'entièreté de la programmation. Tout ça commence avec les Insolites québécois, soirée d'ouverture le 23 octobre au Théâtre Plaza. D'ailleurs, presque toutes les soirées se passent au Théâtre Plaza, à l'exception du cinéma Beaubien et la grande soirée de l'horreur qui va se dérouler, bien sûr, au Club Soda, comme le veut la tradition. Ouais. Donc, j'ai jeté mon focus sur des soirées qui soit n'étaient pas là les autres années ou qui ont attiré mon attention. Le jeudi 24 octobre au Théâtre Plaza à partir de 19h. Ceci n'est pas du Lynch qui va précéder la projection grande première de Time Man réalisée par notre ami Rémi Fréchette. Oui, Rémi, que tout le monde aime. J'ai jamais entendu personne rien dire contre ce gars-là. Il est génial. Puis, si quelqu'un dit quelque chose contre Rémi, on va le battre. C'est comme l'expression de si tu rencontres un trou de cul le matin, le midi et le soir, peut-être que c'est toi qui as le trou de cul. Exactement. Alors, si quelqu'un dit ça au sujet de Rémi, peut-être que ça pointe plus vers la personne. Exactement. Qui dit les mots. Voilà, c'est ça. Bon, donc ça, c'est la même soirée, le 24, ça va être à 20h30. Mais avant, ceci n'est pas du Lynch. On va assister à quoi cette fois-ci, Jared? Il n'y a, comme le titre le dit, il n'y a pas de film de David Lynch à cette soirée. Mais à tous les ans, il faut que je laisse des bons films sur la table qu'on peut pas présenter, juste pas de place, ils cadrent pas dans un programme. Puis là, on avait vraiment comme si on manquait pas de films weird, mais là, il y en avait avec une drôle de vibe qui me faisait penser à Lynch quand même. Très Lynchienne. Ouais, puis ça me brisait le cœur qu'on les joue pas. Puis je le savais que si je les jouais dans un autre programme, il allait pas bien passer. Mais si le monde était un peu prêt à ça, on leur disait d'avance une idée de ce qu'ils allaient voir. Là, je pense qu'ils vont bien marcher. Là, j'ai The Mantis qui a l'air de... C'est un petit peu à la Twin Peaks. Le film qui m'a donné le goût de créer l'événement, ça s'appelle Poppy Saturn, qui vient de la Belgique, et c'est genre Lost Highway meets la séquence de rêve dans Twin Peaks, mélangés ensemble. Puis là, j'ai quasiment créé le programme pour ce film. Donc, ceux qui ont envie de quelque chose un peu psychédélique, atmosphérique et tout, vraiment nice, top qualité. Je pense que ça va nous mettre dans une bonne ambiance weird pour Time Man après. Justement, Time Man suit à 20h30 encore au Théâtre Plaza. D'ailleurs, le billet de Ceci n'est pas du Lynch vous permet d'avoir accès à Time Man? Absolument. Nous, tous les programmes doubles, c'est un billet qui donne accès à tout pour la soirée. C'est génial. Donc, Time Man qui se veut un pastiche de Darkman, c'est un film psychotronique fait avec les moyens du bord par Rémi et une équipe de gens dédiés. Là. On a Vincent à la photo, on a Jordan aux effets spéciaux, effets pratiques, qui s'est donné beaucoup. Jordan qui est le gars qui s'occupe des accessoires pour Frisson TV. Mais au-delà de ce que je viens de dire, pourquoi les gens devraient assister à Time Man, M. Mann? Ben, surtout, avant tout, pour tous les films à Smash, c'est divertissant, c'est le fun, c'est une espèce de ride psychédélique. Et de savoir que Rémi s'est donné comme objectif de se faire un long métrage d'action de super-héros avec un micro-budget. Rien. Ils ont tourné ça en un studio, un temps record, des maquettes, des cascades, des effets spéciaux, des marionnettes, des explosions. C'est complètement débile. Tu as mentionné Darkman, mais c'est genre Darkman meets Robocop, meets Batman, meets quelques autres, et Toxic Avenger mélangés là-dedans. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Vraiment une super belle ride. J'admets, j'étais un peu sceptique au début. Okay. Puis après ça, quand j'ai eu le droit à une petite projection privée avec des amis, puis on a eu du gros fun. Puis Rémi était encore nerveux que j'avais pas aimé ça. Puis moi, je parlais déjà de la première au festival. Fait que venez voir ça, là, c'est plaisir garanti. D'ailleurs, la semaine prochaine, lundi prochain, je reçois Rémi pour en parler. C'est de la grosse convergence qu'on fait au Mystérieux Étonnant avec Space. Mais aussi, Rémi fait partie de l'équipe de Bifurcation. C'est le podcast exclusif pour les membres Patreon. Fait que j'y ai promis, tu sais, il se donne tellement pour nous autres qu'on va parler de ton film, puis on va bien sûr parler de la soirée. Donc ça, c'est lundi prochain pour les Mystérieux. Mais sinon, la grande première, c'est le 24 octobre au Théâtre Plaza.
Encore une fois, je suis désolé, Jared, il y en a tellement plein. Ben non, What the fuck, spécial sexe, Les Inclassables, le Cabaret Trash, qui est un classique qui revient à chaque année. Oui, il y aura des surprises encore cette année. Je suis sûr qu'ils vont vous faire peut-être gaguer. Possiblement, je sais. On a déjà, peut-être, c'est pas le plus dégueulasse cette année. Okay. On a déjà eu pire, mais ça veut pas dire que vous allez pas vous en souvenir longtemps. Là, je vais te laisser dire le titre parce que je veux pas me faire garde. L'ouragan, what the fuck tabarnak, c'est ça? Non, F-Y-T, fuck you tabarnak. Fuck you tabarnak. Ça, c'est du Réal Arrabal qui va avoir lieu au dimanche 27 octobre, Cinéma Beaubien, 16h30. On vient de l'ajouter à la programmation. Yes. Le lendemain du dévoilement de la programmation, on n'était pas supposé de présenter ce film. C'est un long métrage qui est une adaptation de son court métrage du même nom qu'on a présenté à Space il y a 10 ans, qui était extrêmement in your face, l'histoire d'un jeune garçon vraiment bad dans un milieu défavorisé, dans Schlag, début des années 90. Donc, je dis ça semble lourd au départ, et c'est un film quand même qui a des scènes dramatiques, mais c'est toute une ride, c'est un film ultra punk, noir et blanc, direction photo extraordinaire. J'ai vu beaucoup de bons films québécois l'an dernier, mais celui-ci, c'est mon coup de cœur. Je suis tombé sur le cul, j'ai tellement vécu d'émotions, ça m'a habité pendant une semaine après. Et la semaine dernière, ils ont sorti les nominations, les nommés pour le Gala Québec Cinéma. Et nous sommes plusieurs à être tombés sur le cul quand on a vu que son film avait 0 nomination, quand que côté qualité cinématographique, entre autres, technique, à tous les niveaux, ça aurait dû au moins se retrouver quelque part. Quelque part dans tout ça. Oui. Et malheureusement, absolument rien. Même pas coiffure, il y a des punks, tout le film. Là. C'est à peu près le truc qui est le plus raté dans l'histoire du cinéma, c'est essayer de faire des coiffeurs de punk. Mais là, tu y crois, c'est impeccable. Bref, on voulait faire quelque chose de spécial parce qu'on savait que l'équipe était un peu à terre. C'était une claque d'en face. On s'est reviré de bord, contacté le cinéma Beaubien. Ils nous accueillent. Arrabal va être là, le jeune comédien aussi. Peut-être d'autres aussi, on le souhaite. Dimanche après-midi, ça va être super bon. Venez voir ça sur le grand écran, ça vaut tellement la peine. Dis-moi, Jared, ça c'est important de le mentionner. Pour les gens qui ont le passeport là, qui permet d'accéder aux soirées, est-ce que ça permet d'accéder à cette soirée-là également ou c'est séparé? C'est le seul truc qui n'est pas inclus, c'est la projection de ça. Bon, en fait, on s'est entendu que le cinéma Beaubien sont tellement fins, ils se sont virés de base sur un 10 cents pour nous accueillir. Ils nous changent rien, ils accueillent le festival gratuitement, mais on demande à tout le monde d'acheter leur billet. Quel beau cinéma en plus. Bon, les Insolites québécois, bien sûr, 2 le mardi prochain, le 29. Mais là, c'est une autre des soirées qui a attiré mon attention. Les Badass, en deuxième partie, le 29 également, au Théâtre Plaza, 20h30. Les Badass. Badass for what? Ben, même chose. J'avais des films un peu de mafieux, des thugs, puis ils fitaient nulle part ailleurs. Puis j'étais comme, je peux pas croire qu'on va pas jouer ça. Fait que on joue justement un court-métrage de Arrabal qui s'appelle La Reine des Punks, qu'il a fait juste avant son long-métrage L'Ouragan. C'est ça, je voulais les réunir. Je savais pas quoi faire avec. Aussi, parmi les 700 courts-métrages qu'on a reçus, il y avait un film déjà vu. C'est tellement, tu sais, c'est toujours des surprises pour moi quand je fais play. Puis il y avait un film qui était un film de kung-fu asiatique. Puis je trouvais ça extraordinaire avant de réaliser que ça a été fait ici à Montréal. Puis j'étais comme, OK, il faut qu'on y trouve une place. Et ainsi de suite. Puis on a un film qui s'appelle La Frog. Et ça aussi, ce film-là jouera nulle part, sauf au Québec. Et puis peut-être juste à Space au Québec. C'est que des inside entre la communauté francophone, anglophone, ça s'appelle La Frog. Oh, nice. C'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça génial. C'est très spacien, surtout par rapport à nos origines, qu'on était très nationalistes. Puis je me suis dit, il faut jouer ça. Personne d'autre va le jouer. Fait que venez checker ça. Puis si je peux plugger le tout dernier, c'est Any Last Words de nos voisins en Ontario. Ah, ça que je peux pas, j'ai envie de vous dire c'est quoi la prémisse, mais... Ça va le spoiler si tu le fais? Ben, ça va pas le spoiler, mais... c'est que c'est un gars qui se fait prendre à voler de la drogue qu'il a volé à son boss. Puis là, il se retrouve devant comme 10 mafieux avec leur gun autour. Puis là, le big boss, il dit « OK, let's go gang, descendez-le. » Puis là, il dit « Any last words? » Puis le gars, il dit, juste avant de se faire ça, il dit « Whoever shoots me has the smallest dick in the world. »
Puis là, genre, tout le monde fige. Et là, c'est le début de la suite de tout ce qui va se passer. Mais c'est très space aussi. La façon que tu viens de le décrire, là, il me semble que ouais, je vois le genre de film. Ça, c'est en programme double. Je l'ai mentionné le mardi 29. La grande soirée de l'horreur, le jeudi 31. Ça, c'est un classique. Ça, c'est au Club Soda, par contre, à 20h. Au Club Soda, pour la première fois, pleine capacité depuis la pandémie. La dernière fois, c'était en 2019. Il faut que je plug qu'on a les Growlers qui vont être là en début de show, puis après l'entraque aussi, qui vont nous faire une performance sur mesure dédiée au cinéma d'horreur. Génial, génial. Et un petit méga quiz d'horreur le vendredi 1er novembre au Théâtre Plaza cette fois-ci. Il n'y a rien de petit dans ce méga quiz. Mais encore, un méga ciné-quiz d'horreur, là, Benoît. On parlait de Convergence. On a une des 3 têtes derrière le projet. C'est exact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Yannick? Oui, ben c'est ça. L'année passée, Jarrett nous avait invités à faire un méga ciné-quiz au Festival Spasme après avoir fait des ciné-quiz au cinéma moderne pendant 1 an. Et on avait eu beaucoup de fun de faire ces événements-là avec lui. Fait que là, on a décidé... il nous a invités, fait qu'on a décidé de dire oui. on a monté un méga ciné-quiz d'horreur pour Spasme qui a été joué, ma foi, devant un théâtre plaza quasi comble, qu'on a eu beaucoup de fun à faire avec. Il y avait des invités spéciaux, il y avait... Il y avait Jason, il y avait... Jason Voorhees et Michael Myers étaient présents. Peux-tu t'imaginer ça, Colin, les deux? Ils ont tué personne. Je pense que le quiz les a apaisés, mais ils n'étaient pas moins terrifiants pour autant. Mm-hmm. Alors, autres se sont immiscés dans le spectacle du quiz, et qui sait, ça pourrait encore arriver cette année, peut-être avec des personnages différents, on ne sait pas encore. Mais bref, c'est ça, c'était un quiz qui est aussi sur la connaissance at large du cinéma d'horreur et d'épouvante. Il y avait aussi une ronde musicale organisée par Eric Electric qui fait les quiz musicaux au Ernest à chaque semaine. Un warrior du quiz, lui, il est là à chaque semaine. Fait qu'il y en avait pour de tous les goûts. Qui revient cette année, Eric aussi. Exact. Oui, Eric revient aussi cette année. Fait qu'on va récidiver le 1er novembre. On a très hâte. On pense que ça va être vraiment le fun. On a commencé à écrire les questions ce week-end. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire de l'infographie, justement, parce que le quiz est comme... Les questions sont projetées sur l'écran derrière nous, alors que moi-même, mon ami Mathieu Poirier et mon ami Alex Rose, on est sur la scène en train de vous poser des questions et de faire un peu d'animation pour le tout. C'était vraiment le fun. On pense que ça va être le fun à nouveau. Si je peux me permettre, moi, je suis pas un amateur d'heures ni de quiz en général, et j'ai vraiment trippé l'année passée. Je me suis surpris et très enthousiaste, et c'est le sweet spot, j'ai trouvé, au niveau des questions, que c'est pas trop compliqué, mais c'est pas non plus pour n'importe qui, là. C'est vraiment c'est une belle petite zone. On va essayer, ça c'est un feedback qu'on a reçu, on va essayer de ratisser encore plus large cette année, mais pour moi, ratisser plus large, ça veut dire que la réponse est peut-être plus facile, mais la question est comme plus saugrenue ou idéalement drôle ou divertissante. Comme, si tu vois, je vais te donner un hint pour les gens. Les gens devraient regarder ce qui est arrivé au box-office nord-américain de ce week-end. Ça va être l'issue de... une des questions va porter là-dessus. Donc, si vous avez suivi les Mystérieux Étonnants cette semaine, vous avez un avantage. C'est possible. Puis ça crée beaucoup de biz-biz dans le quiz game. Le quiz game est très sérieux à Montréal. Écoute. On va se retrouver dans la controverse encore. C'est très possible. Mais nous, regarde, on fait juste faire le quiz. On n'est pas garant du chaos ou de l'énergie fébrile qui en découle. Puis c'était ça la dernière fois. On a eu beaucoup de fun à le produire et l'animer, et on imagine que ça va être encore plus le fun cette année. Génial, bien content que ça revienne. Et si je peux dire, je suis content que Benoît t'ait mentionné ton anecdote de l'an dernier, parce que je me souviens, t'étais comme, je fais juste passer, je m'en vais. Oui. Moi, les quiz, pas pour moi, là. Non, c'est pas pour moi. Puis comme 3 heures après, à la fin de la soirée, j'ai tellement eu de fun, j'ai collé. Tu sais, moi, je suis un grand amateur de la série Scream, puis il y avait quelques questions par rapport à Scream, puis j'étais, ça me tente d'essayer de répondre aux questions. Je pense pas que j'ai pas super performé, mais j'ai été très diverti.
Puis comme tu dis, les invités, le setting, tu sais, qui se veut... c'est un show. Mais en même temps, c'est ça, c'est un show, fait que j'ai bien apprécié. C'est à l'image du reste de Space. T'es pas obligé d'être super... Tu sais, tu te dis, c'est juste pour les gros connaisseurs, j'ai pas rapport là. Non. N'importe qui peut venir puis exact. avoir du Vous plaisir. allez voir, ça joue du coude, par contre. Soyez préparés, là. Les gens, ils se prennent ça très au sérieux. Ouais, ben, il y a... Pas vrai. Mon expérience personnelle dans les différents milieux de quiz, c'est que c'est vraiment un incubateur pour, mettons, rassembler des gens qui n'ont aucune fibre de compétition sportive en eux et que là, mais que c'est là que ça sort. C'est là que ça sort, oui. Et les gens sont animés avec des émotions qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas. Pensez à votre meilleure compétition de Mario Kart à la maison, c'est un peu cette énergie-là, version quiz. C'est en effet ses parents. Oui. Ça. Et ça se conclut avec le party d'Halloween Old School, qui est une tradition à Space. Ça, c'est le samedi 2 novembre au Théâtre Plaza. Yes. Est-ce qu'il reste des billets, Jared? Parce que je sais qu'habituellement, c'est la soirée qui... Ça va être sold out à un moment donné, assuré, ça l'est à tous les ans. On ramène notre concept où on change de décennie musicale à chaque heure. Donc, on commence avec les années 80, 90, 2000, 2010, costume obligatoire, du gros fun. Puis voilà, c'est ça qui aide à financer le festival en même temps. Alors, commande down. Génial. Fait qu'on finit avec une autre petite plug, là. On parle de convergence spéciale d'Halloween des Mystérieux Étonnants le lundi 28 octobre au Théâtre Plaza. Les portes ouvrent à 19h, le show est à 20h. Et là, on a une petite annonce à faire. Je l'annonce demain sur les médias sociaux, mais pour les gens qui écoutent le podcast ce soir ou en direct, nos amis de Front Froid vont avoir un kiosque. Donc, après la diffusion ou l'enregistrement plutôt du podcast, les auteurs de Far Out, U-Town, Hiver Nucléaire, Alice, je pense que vous savez c'est qui est derrière, et Skatepark vont pouvoir dédicacer vos albums. En plus, il va y avoir une partie du catalogue de Front Froid et de Nouvelle Adresse. Donc, c'est notre ami Gauthier Langevin qui est propriétaire des deux institutions, donc vous allez pouvoir mettre la main sur des albums. Puis c'est drôle parce que ça revient un peu aux sources. Quand j'ai rencontré Front Froid il y a plusieurs années de ça, il y a plus d'une dizaine d'années de ça en fait, il venait à nos lives comme ça, avec une table, il s'installait, il vendait des BD avant et pendant et après l'événement. Puis je me souviens d'une fois Gauthier était venu puis m'avait dit on a plus vendu ici que dans un salon du livre. Donc je pense que Front Froid fait partie de la gang des Mystérieux Étonnants, cela va de soi. Donc vous allez pouvoir faire dédicacer vos albums, rencontrer les auteurs. Je vais les mentionner d'ailleurs, c'est important. Oui. Notre ami Olivier Carpentier, Caroline Brault, Jake Dion bien sûr sera présent, Dominique Carrier et Charlotte Gagnon-Soucy qui aussi participera avec Jake au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Yes. Donc j'ai bien hâte. Merci encore une fois à toi Jared pour l'invitation. C'est notre premier amphithéâtre. Oui, ça va être le fun. Yes, ça va être super le fun. Je tiens à ce que je le dise à ceux qui écoutent, que je t'ai donné ce défi un peu. Je suis un peu convaincu pour devenir au Théâtre Plaza cette année dans une plus grande salle. Alors, à ceux et celles qui écoutent, je vous invite à venir passer avant tout du bon temps. C'est pour ça la raison. 2, c'est sûr, ça encourage les mystérieux. Si vous êtes chez vous, vous êtes déjà assuré de venir, puis vous dites, je vais acheter mon billet plus tard. Mais achetez-le tout de suite, ça va rassurer Benoît qui est bien stressé. Bien stressé. Bien stressé. Je le cache pas, hein. Je porte mon cœur sur mon épaule. Comment non, c'est pas mon cœur? Sur la manche. La manche, voilà, merci. Mon épaule, what the fuck. Et je le dis tout le temps, même moi, après 23 ans de Space, je suis angoissé pour chaque événement. Même ceux qui sont sold out à tous les ans, je suis comme, c'est cette année qu'il n'y aura personne. Ouais. Fait que je le sais c'est quoi, mais voilà. Fait que si vous êtes les fans, vraiment, venez passer du bon temps, puis achetez donc plus vite pour... ça va nous enlever un petit poids sur les épaules. Les épaules, nous rassurer. Puis il va y avoir des petits... là, c'est Jared aussi, là, m'a fait un petit... il m'a scoulé en fin de semaine. C'est correct. Il m'a poussé un peu dans le derrière pour mousser la soirée. Il faut le faire plus que dans le cadre du show. Fait que je vais publier des affaires. J'ai commencé aujourd'hui avec quels seront les costumes que porteront les mystérieux, parce qu'habituellement, on se le cache chacun, puis on le découvre avec le public. C'est toujours lié à des insides de notre show puis des choses qu'on dit souvent à l'émission. D'ailleurs, cette semaine, aujourd'hui, c'était Laurent. Qu'est-ce que Laurent va porter le 28? Et on a le choix entre un costume de Bigfoot. Pour les gens qui écoutent le show, vous savez que Laurent tripe bien raide, c'est Bigfoot. Son costume de Winnie l'ourson parce qu'il veut juste pas porter de pantalon. L'autre, c'était quoi déjà? J'ai oublié. La mopette, là. L'espèce de créature poilue des mopettes et le mème de Spider-Man qui se fait plaisir derrière un bureau. Que Laurent, ça le fait beaucoup rire. Fait qu'au cours des prochains jours, il va y avoir des petites plugs. Mais sachez que le Front Froid va être avec nous autres. C'est cool, j'aime vraiment ça, c'est vraiment un retour aux sources. D'ailleurs, l'année passée, quand on est allé au quiz, il y avait un kiosque de Front Froid. Oui. Puis j'avais dit à Gauthier, c'est donc bien cool, c'est un retour à comment on faisait dans le temps, quand on était un petit peu plus punk et plus jeune.
Et moi, j'ai eu l'agréable surprise, ils avaient amené comme un certain nombre de livres et tout, puis ils sont partis quasiment avec des sacs vides. Puis c'était pas leur public régulier, donc dans le côté de faire de nouvelles rencontres puis découvrir des choses à un nouveau public, là, ça avait été une super belle réussite de ce côté-là. 15 $ à la porte. Sinon, vous avez accès aussi avec le passeport SPAS pour la soirée du 28. Puis sinon, le lien est dans le descriptif de l'épisode, donc vous n'avez pas d'excuses. Puis vous allez pouvoir acheter vos billets pour le spécial, mais aussi pour les autres événements dont on vient de parler avec Jarrett. Puis rendu là, payez donc un passeport. Comment? There you go. Il en reste même pas 10. Oh! Ils vont partir 10. Les 10 vont partir assez rapidement. Sauter dessus, c'est comme, en tout cas, je dis toujours, si tu penses venir à 3 événements, peut-être même juste 2, puis tu penses les acheter à la porte, tentes dans ton argent. Fait que c'est vraiment pas cher. Merci, Jared, d'être passé. Je sais que tu es bien occupé. On va te libérer. Beau travail encore une fois, puis on se voit durant le festival. Yes. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. C'était Jared Mann, cofondateur du Festival SPAS et directeur du Festival SPAS. Bien content de l'avoir reçu encore une fois. On va continuer avec toi, Yannick. Oui. Comme on attend notre ami Laurent Boutin qui va se joindre à nous un peu plus tard durant la soirée, mais on va poursuivre les nouvelles, si on veut, avec toi. Oui, premièrement, j'ai d'autres trucs à te parler cette semaine, mais là, je viens de me souvenir. Un de mes amis a porté ça à mon attention sur Discord. Benoît. Oui. T'aimes-tu Venom? Venom cinématographique ou Venom des BD? Venom cinématographique, qui pour moi est tout de même un peu le Venom classique des années 90 dans un monstre qui aime mordre dans la vie, mettons. Écoute, tu sais, j'aime pas le hockey, mais j'apprécie ce que ça représente pour les Québécois. Je veux dire la même chose par rapport à Venom au cinéma. Pour Venom, OK. Oui. Aimerais-tu recevoir des conseils de la part de Venom ou être guidé par Venom dans ta vie? Un peu comme Eddie Brock. Considérant qu'en ce moment, c'est une passe vraiment tough, je te dirais oui. Pourquoi pas? Je t'invite à utiliser ton application Waze. Car sur l'application Waze, je pense que c'est à partir d'aujourd'hui, sinon ça va se venir dans les journées qui s'en viennent, tu vas pouvoir changer la voix qui te parle pour celle de Venom. Alors, si tu cherches par où aller, quelle rue ou quelle route a moins d'embouteillage ou de circulation, si tu veux te rendre quelque chose quelque part vraiment rapidement, l'affaire que tu peux faire, c'est aller sur l'onglet et choisir la voie de Venom pour te guider à travers les rues de Montréal. C'est une drôle de promotion, mais je la prends. Écoute, mais à cette époque, pour nous rejoindre, les marketeurs de films doivent décupler leurs efforts. Oui, on peut pas faire de la pub normale. Là. Et pour Venom, The Last Dance, c'est une des options qui s'offre à nous. Moi, ma curiosité était immédiate. J'ai pas été dans des Waze, j'en ai pas besoin, mais moi, je me demande, est-ce que Tom Hardy s'est assis pendant une journée dans un booth d'enregistrement pour dire des voyelles et des cinquantaines de mots? Où il y a un IA qui a comme juste tout simplement été créé pour imiter la voix de Venom puis pour dire des trucs après. Exactement. Ça fait que là, beaucoup de questions pullulent, puis ça, ils vont pas être réglés par l'utilisation de cette app-là, mais... Et là, si jamais t'en as besoin, moi, je trouve ça bien. Je me souviens, dans le temps, il avait fait la même chose pour les GPS. Dans le temps qu'on avait des GPS, mais pour les Simpsons, puis Darth Vader à un certain moment. Mais je pense pas que la personne avait enregistré toutes ces lignes. Là, je peux pas croire. On pense pas que James Earl Jones ait fait ça pour le GPS. Il y avait d'autres choses à faire, je pense. Puis même le gars des Simpsons, j'ai oublié son nom, là. Celui qui fait Homer. Dan Castellaneta, Je pense pas qu'il a enregistré toutes les voix. Mais en tout cas, j'apprécie. C'est un beau petit geste. Fait que bref, c'est ça. Voilà mes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux que Venom te guide dans la vie, là. Moi, je voudrais un livre de croissance personnelle, mais justement dicté par la voix de Venom. Pas Eddie Brock, là, Venom. Oui, j'avoue qu'un petit audiobook, là, que les deux s'échangent la parole, ça serait bien. C'est quoi, un petit El Castolé, ou je sais pas c'est quoi son nom, là, le gars qui écrit des livres de croissance personnelle? Là. Il donne en avoir plusieurs, je sais pas. Oui, il y en a plusieurs, mais à la manière de Venom. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du titre The Last Dance? On dirait que c'est presque ironique. C'est très lowbrow, du Venom. Là. Tu sais, c'est drôle que ça réfère au documentaire sur les Bulls de Chicago, que je sais pas si tu as vu. Non, c'est un super bon documentaire. C'est sur Netflix, hein? Oui, sur Netflix, mais tu sais, qui, même si tu t'intéresses pas au sport, moi, j'ai pour mon dire que tous les documentaires sportifs sont bons et souvent même meilleurs que regarder le sport en tant que tel. Je suis d'accord avec toi. Il y a rien. Je déteste le sport. Je n'ai pas d'intérêt pour le sport, mais parle-moi de ça, une séance de coach
qui parle à la caméra et à ses joueurs, ça vient me chercher l'émotion en moi. Mais tu sais, The Last Dance parle comme d'une période où les Bulls de Chicago étaient indestructibles grâce à Michael Jordan. Ouais. Puis appeler ton film, c'est comme... Ce film est un peu comme ça, mais pour Venom, Oui. c'est vraiment comique. Je sais pas pourquoi ils vont faire ça. Ma foi, il est là, il est parmi nous. Salut. C'est Laurent Boutin. Salut, Laurent. Salut. Ça va? Ben oui, ça va. Ouais? On peut, ben oui. On parle de Save the Last Dance avec Julia Stiles? Oui. Oui, c'est ça, exactement. Ben, on n'a pas le choix. Les années 90, man, ça revient à la mode. C'est sûr. Ah oui, absolument. Un film aimé, ma foi. De tous. De tous. Pas le Puis, choix. je l'avais regardé en DVD, genre, tu sais, à la période où ce que le DVD existait, tout le monde était juste trop heureux d'avoir des DVD constamment Oui, et oui, que oui. n'importe quel DVD venait avec une richesse de matériel extra. Je me rappelle genre d'avoir écouté Ah Save ouais, the Last Dance avec le commentaire après, avec le EPK après. T'es content d'avoir tout ce contenu-là. Ah oui. Puis tu payais 30$ pour ton DVD. Là. Aujourd'hui, ça se coûte 4,99$ dans le Pharmaprix. Ouais, mais là, si tu le louais puis t'avais accès à tout ça puis tu le ramenais après, t'avais l'impression de faire une pause, mon chum. Oui, je sais. Ou encore, là, mettons, tu en loues un à la bibliothèque. Ma foi, tu... J'ai, je sais pas si je l'ai mentionné, mais Anthony Hamelin du Feu, film dans le cabanon, se débarrassait d'un lot complet de films des années 90-2000 de comédies genre folichonne. Et j'ai sauté dessus. Et pour vrai, là, Wedding Singer, Trainwreck, toutes ces affaires, j'aime beaucoup ces films-là. C'est Ouais, ça- niaiseux, mais j'aime ça, ces films-là. Ben là, le temps nous a assez séparés de cette époque-là qu'il y a une grosse valeur nostalgique avec tout ça. là. Ouais, c'est ça. La nostalgie, c'est plus juste nos bebelles des années 80. Là. Non, 2005, c'est rendu de la nostalgie. C'est Ben, des ça fait madames. 20 ans? Ah ouais, Ça fait 20 ans, ouais. c'est des madames qui portent des pantalons en velours juicy aussi. Là. Puis on est comme, ah oui, je me rappelle, j'avais la vie devant moi. Je me souviens que Buffy apportait des pants de cuir. Comment elle devait avoir chaud là-dedans? Oui. Puis en plus, elle courait tout le temps. C'est une petite madame. Petite là. madame, ouais, c'est une pas petite chaud. madame, ça. Là. Fallait qu'elle fasse plus de pas que vous autres pour se rendre à la crypte. Pour Oui, tuer le vampire. ou pour... Si elle voulait comme savater un vampire, fallait aussi qu'elle fasse plus de pas. Ben oui. D'ailleurs, c'est une affaire que je me rappelle d'avoir lu dans le temps, que elle avait comme une cascadeuse attitrée qui a comme quitté l'émission, je pense, après 3 saisons. Puis c'était très difficile de trouver une nouvelle cascadeuse qui était de la taille de Sarah Michelle Gellar, qui était une petite madame. Oui, Fait que, qui est encore une petite madame. Oui, absolument. Je la suis sur Instagram. très divertissante. Oui, mais elle n'a pas grandi depuis. Non, elle n'est pas devenue plus grande ou quoi que elle ce risque soit. de plus de refouler. Oui. À date, on ne sait pas. Ça va tout nous arriver. Ah, s'il vous plaît, non. Mais tu sais, le monde d'Hollywood, eux autres, Ben, ils ont accès à des trucs, eux autres. ouais, c'est ça. là. Hey, on va poursuivre. Merci, Yannick, avec notre ami Laurent Boutin. Qu'est-ce qui arrive avec ces tracks de commentaires de DVD-là? Oubliés. C'est quoi? Bonne question. Non, tu peux parler par-dessus. Je suis content que tu me le demandes. Il y a essentiellement un feed de podcast sur Spotify qui s'appelle Gibop, G-I-B-O-P, qui à chaque jour fait juste mettre des tracks de commentaires What? sur Ah ouais? comme épisode, mais c'est comme c'est écrit comme voici des tracks de commentaires, je ne prends pas de demande spéciale. Puis il fait juste dropper des affaires constamment à chaque jour. Comme une semaine, il va dropper, mettons, toute la saison, tous les commentaires d'une saison de TV, mais après, ça va être un film des années 90, après, ça va être un film, tu sais, c'est pas comme s'il décide, cette semaine, je fais une coupe de Ridley Scott, là. C'est juste vraiment étrangement automatisé, puis des fois, justement, quand je vais voir un film, puis j'étais intrigué, ben là, tu sais, je m'en vais, je vais sur mon Spotify, puis là, j'écris Guy Bop, plus le titre du film, et parfois, je trouve quelque chose, et là, je l'écoute, comme justement, ce week-end, je l'avais pas réécouté récemment, mais j'ai écouté la track de commentaires du premier Scream, qui est Wes Craven et Kevin Williamson. J'ai écouté ça en m'entraînant. C'était comment? C'était super bien. Wes Craven, là, il avait tellement l'air d'un vieux monsieur gentil. Oui, c'est vrai qu'il avait l'air d'un Puis, vieux gentil. Là, il parlait juste de comment, mettons, une certaine... Il parle de comment que les adolescents devenaient comme plus cyniques que de ces films qu'il avait fait avant. Puis là, il parlait comme, c'est... Je pense pas que les jeunes à ça sont vraiment toutes cruelles de même, mais cependant, je pense que c'est une attitude qui est plus dans notre culture maintenant, à cause qu'on est à la fin du millénaire. Puis là, tu sais, comme il avait vraiment comme pensé à ça, puis c'était vraiment fort plaisant à entendre. Puis aussi Kevin Williamson qui était là, que lui, Kevin,
Wes et Kevin se donnaient leurs fleurs entre eux autres, à quel point que le un était bon, que l'autre était bon, puis telle affaire. C'est très intéressant. Fait que bref, si vous êtes curieux, vous voulez checker des vieux commentaires, ben t'écris Guy Bop plus le titre d'un film ou le titre d'une série télé, puis tu vas peut-être trouver quelque chose. C'est drôle parce que tu parlais de Scream, puis j'ai eu un flash. On a fait une rencontre la semaine passée pour le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Laurent, malheureusement, tu pouvais pas être là, t'avais d'autres obligations. Mais en background, pour pas regarder la télévision, mais tu sais, juste avoir quelque chose qui défile, mais qui est pas trop gossant pendant la rencontre. Quelqu'un a mis, ça s'appelle, tu sais, il y a des trucs de ambient. Ambient Hogwarts durant Noël ou durant Halloween ou ambient la ville dans Blade Runner. Là, c'était ambient Scream. T'as juste le salon dans lequel, comment elle s'appelle l'actrice du premier Colin au début? Drew Barrymore se retrouve avec la télé à bleu, genre, parce qu'elle a pas mis la cassette, puis le dos de mort sur le perron, puis de temps en temps, t'as ce Ghostface qui passe. Mais sinon, c'est juste le salon qui est vide. Ma foi, c'est très agréable. C'est vraiment cool, pour vrai. C'est niaiseux, mais c'est vraiment cool. Vas-y donc, mon cher Laurent. Je vais rester dans la nostalgie et imaginez-vous donc. Si je vous parle de Green Day, les gars, êtes-vous... Je t'écoute. Non, on t'écoute. Oui, c'est bon. Green Day, donc ce fameux groupe américain, eux aussi célèbrent des anniversaires de nostalgie, c'est-à-dire que c'est 30 ans. Cette année, c'est les 30 ans de leur album culte, Dookie. Oh, fuck, oui. Ouais, c'est ça que je me suis dit aussi. J'étais comme, ah oui, je me rappelle, j'ai acheté ça au HMV. Puis là, ce qui est vraiment le fun, c'est que Green Day, plutôt que de faire ce que les autres bands font, c'est-à-dire de remasteriser, rééditer des albums de luxe, voici genre des démos de l'époque et tout, ils appellent ça démasteriser leur album. Ils l'ont démasterisé. Ouais. Alors, imagine-toi donc qu'ils ont pris les 15 tunes qu'on peut trouver sur Dookie et ils les ont réenregistrées, chacune individuellement, sur un support obsolète quelconque. Okay. C'est-à-dire que on peut trouver une de ces tunes-là sur des classiques, genre une cassette 8-track, une disquette floppy. Fuck. Ouais. Ça doit être du midi, là, rendu. Oui, ben c'est ça. Il y en a qui sont un peu remasterisés. Il y a... c'est ça. Ça, c'est comme les évidents, mais là, après, ça devient plus weird. Il y a comme un cylindre à phonographe. Il y a un cylindre à piano. Tu sais que tu... Ouais, comme un piano comme un automatique. piano de western, genre cylindre en papier. Ouais, c'est ça. Puis il y a d'autres choses, genre un Teddy Ruxpin. Teddy Ruxpin. Ouais, le fameux ours. Il y avait une peluche qui parlait, mais là, ils ont mis une toune de Green Day. En fait, c'est une cassette. Fait que j'imagine que tu peux mettre n'importe quelle cassette. C'est ça. Ils ont mis une cassette de Green Day. La même chose pour une de ces fameuses truites qui chantent. Oui, les poissons. Basses. Ouais. Puis là, après, ça devient genre whack, genre une brosse à dents électrique, une sonnette de porte qui a été programmée pour jouer une des tunes. Attends, ils l'ont-tu juste fait ou les gens peuvent se la procurer? Non, là, c'est ça. L'affaire, c'est que là, je suis déjà en retard. La semaine passée, tu pouvais t'inscrire à un tirage où il y avait ces items-là qui ont l'air de marcher pour vrai, que tu pouvais acheter. Mais c'est limité. Mettons, le floppy disk, il y en avait 50. Le cylindre pour le piano mécanique, il y en avait genre 3. Le Teddy Ruxpin, il y en avait 1. Pas très cher, j'ai vu entre 20 et 100 piastres, mettons. Mais c'est ça, t'étais pigé, t'étais dans un tirage au sort, puis t'avais la chance d'acheter ces items-là. Ouais, c'est pour éviter que les gens l'achètent juste pour les revendre tout de suite. Ben, c'est ça. Mais ça se peut que ça arrive pareil, mais ça fait des collectibles assez amusants. Puis c'est ça. Ceci dit, si vous allez sur le site dookiedemastered.com, il y a des vidéos de chacun des items qui en état de fonctionnement. Je suis comme curieux de ces des Ruxpin. Ben, ouais. Puis là, c'est ça. C'est toutes des variations de sonner le plus cacane ever. Là. C'est genre, il y a des affaires inaudibles. Il y en a un, là, qui ont pris... ça a l'air, ça vient, genre, en Russie communiste, ils faisaient ça, là. Et ils creusaient des sillons sur des... des gens? Non, sur des vieilles radiographies.
Fait que c'est du papier radiographique qui faisait comme un genre de disque pas très solide, où ce que l'aiguille oscille un peu. Ils appelaient ça genre X-ray record, genre. Puis c'est ça, ils ont sorti de leur tune là-dessus. Ça a l'air pas écoutable, mais c'est comme fascinant que tout ceci existe. Bon. Fait déjà que, plus accessible que le dernier album de Wu-Tang. Oui, effectivement. L'album secret. Oui, c'est l'album secret qui est dans un musée ou acheté par des dude bros qu'on a eu. Ouais. Mais c'est ça déjà. Fait que là, j'ai passé bien du temps à regarder au moins comment ça sonnait parce que c'est comme fascinant qu'il ait fait ce travail-là où comme on s'entend que ces items-là, à la rigueur, le Teddy Ruxpin, il marche. Là. Mais genre, qui a un piano mécanique? C'est drôle, j'ai vu une vidéo là-dessus, comment ça fonctionnait la semaine passée. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait, puis ça fonctionne par succion, en fait. Le trou dans le papier fait que l'air passe, qui déclenche la pièce. La note. Ouais. Certains diraient que... Je pense qu'il avait essayé de dire que essentiellement le piano mécanique est comme le premier robot qui a jamais existé, ou comme peut-être le premier ordinateur parce que tu pluguais des données puis qui s'activaient puis tout ça. Ben, c'est ce qui m'a allumé en le regardant à cause justement de tout le mécanisme puis la fameuse trame sur papier. Je dis c'est comme de la programmation mais vraiment binaire, là, mais limitée. Mais les premiers ordi ils marchaient de même avec des cartes. Là, et des cartes, genre, fait que, effectivement, on n'est pas loin. Oui. Mais donc, si vous êtes un peu fasciné par ces vieilles technologies qu'on ne voit plus, ceci était quand même fascinant. Génial. Merci, M. Laurent. Je parlais de Kevin Smith tantôt avant l'émission, M. Yannick, parce que Kevin Smith est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un réal qui a marqué quand même, je dirais pas mon enfance, mais ma jeune vie d'adulte. Puis quoi qu'on en parle, quoi qu'on en dise, même si ses derniers films sont plus ou moins bons, j'apprécie le gars. J'apprécie ce qu'il est devenu. J'apprécie comment il est devenu sa propre marque de commerce aussi. Oui. Puis comment il reste quand même accessible et semble avoir un bon fond. Et depuis plusieurs années, Kevin Smith, ce qu'il fait, c'est qu'il produit ses petits films et il fait des tournées pour faire la promotion de ces films-là. Donc, il va aller dans des villes où le film va être projeté, puis il va être présent, où il va pouvoir faire un talk. Les gens vont pouvoir poser des questions, il va interagir avec la foule. Puis c'est sa nouvelle manière qu'il distribue ses films. Puis il a l'air, ben franchement, avoir bien du fun. Donc, good for you, Kevin Smith. D'ailleurs, là, en ce moment, il est en promotion pour son film The 430 Movie, qui est basé un peu sur son enfance, comme quand il allait au cinéma quand il était jeune. D'ailleurs, ce cinéma-là où il allait quand il était jeune, il l'a acheté. Oui. Et ça lui appartient maintenant. Et c'est là où il a filmé The 430 Movie. Sauf que c'est pas de The 430 Movie dont je vais vous parler, mais plutôt de son 4e film qu'il a réalisé jadis dans l'année 1999, qui était son 4e film. Je parle de Dogma. Oui. Dogma qui, depuis plusieurs années, n'est pas disponible sur aucune plateforme de streaming, ni sur DVD ou Blu-ray. Si vous mettez la main sur une copie Blu-ray ou DVD, vous allez y payer le bidou parce qu'elle n'est plus créée, elle n'est plus en distribution. Parce que pendant plusieurs années, les droits étaient réservés, étaient possédé par Weinstein. Oui. Littéralement, pas la compagnie, mais bien Weinstein lui-même. Et il y a plusieurs personnes qui ont essayé de mettre la main sur les droits de Dogma, dont Kevin Smith. Puis à chaque fois, les négociations, les pourparlers n'ont pas porté fruit. Même Kevin Smith le dit publiquement, il pense que Weinstein, c'est un peu une manière de encore exercer un certain pouvoir qu'il a pu de la prison. Et plusieurs ont tenté d'obtenir les droits de Dogma, mais ils n'ont pas réussi. Jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un, soit une entreprise ou un particulier qui a réussi à négocier avec Weinstein. Et là, les droits sont libérés. Cette entité ou ces personnes ont approché Kevin Smith et ils ont dit, ça tenterait-tu pour le 25e anniversaire de Dogma, de faire une sorte d'une tournée, donc de faire ce que tu fais habituellement, avec une sortie en salle pour le film, et plus tard, on va avoir une réédition Blu-ray de Dogma. Puis il a dit, ben oui. Donc ça s'en vient. Il a parlé de ça dans un show qui s'appelle That Hashtag Show. Donc, il y aura une sortie Blu-ray de Dogma après plusieurs années et une tournée pour Kevin Smith et le film en 2025. Ça se peut qu'il passe par Montréal. Des fois, il fait son tour à Montréal. Donc, si vous ne connaissez pas la première du film, c'est Jay, Silent Bob qui sont des prophètes dans ce film-là, accompagnés du descendant du Christ, qui essaie de stopper 2 anges déçus, joués par Matt Damon et Ben Affleck, d'amener la fin des temps. Et tu as George Collins qui joue un apôtre ou un bishop dans le film. C'est complètement rigolo, puis c'est très 90s, c'est très Kevin Smith de cette période, mais c'est dans ses bons films. C'est très... je dirais que c'est très un comique de Vertigo. Oui, absolument. De cette époque-là. Dans la forme et dans sa prémisse. La descendante du Christ qui est jouée par la merveilleuse Linda Fiorentino. Yeah.
qui premièrement, la descendante du Christ, incroyable. Une femme. En tout cas, un peu trop haut à mon goût en ce qui me concerne. Ça avait quand même attisé la colère de certains chrétiens à l'époque. Là. Des gens avaient manifesté devant certains cinémas qui diffusaient le film. D'ailleurs, il y a une fameuse entrevue, puis là, Kevin Smith en a parlé souvent, où lui-même est allé manifester son propre film. Il a été interviewé à la télévision. Là. C'est comme complètement ridicule. Il y a juste à Kevin Smith puis Jake Dion à qui ça peut arriver. Donc, j'ai bien hâte de le revoir. Puis c'est drôle parce que jusqu'à récemment, le film était disponible upscalé par l'IA sur YouTube. Puis Kevin Smith disait sur les médias sociaux, allez écouter cette version-là parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre façon de pouvoir le regarder. Puis celui qui possède les droits, ben, c'est une vidange. Donc, allez-y. Et là, ça a été retiré. Je me demandais pourquoi. Ben, il y a une raison pourquoi. C'est que maintenant, ça revient. Et pas sous forme de POG. Donc, Dogma 2025. Ben content. Je pense que je vais me l'acheter. Puis s'il vient à Montréal, je vais tenter d'aller assister à son petit talk. Très cool. T'avais dit avant l'émission, Yannick, que t'avais des histoires de bonhommes pour nous autres. Ben ouais, souvent quand je viens à l'émission, je vous parle de la télévision de bonhommes, de la télévision en live action qui est basée sur des super-héros, des affaires comme ça. Fait que je vais faire une affaire que je pense à chaque année, c'est arrivé, je vais prêcher pour la paroisse de Superman and Lois, qui a commencé sa 4e et dernière saison, la semaine passée. Ceux qui savent pas, Superman and Lois, c'est la dernière phase de ce qui s'appelle le Arrowverse, mais qui n'est pas véritablement connecté à cet univers-là, malgré que les acteurs qui incarnent Superman et Lois, eux autres, ils ont apparu dans ces émissions-là, dans ces rôles-là, mais sont juste une autre version de ces personnages. Mais ils n'étaient pas dans des univers parallèles, un peu comme Supergirl était dans un univers parallèle. Oui, mais éventuellement, une fois qu'il y a eu Crisis, ils ont tous fusionné ça en même temps, et éventuellement, ils étaient supposés être dans le même univers, mais à cause de la COVID, quand ils tournaient la saison, ils ont fait comme bon, à cause de la COVID, on peut pas faire de crossover. Oui, fait qu'ils ils ont juste décidé que c'est son propre univers. Puis je pense que c'était pour le mieux pour cette série-là. Mais bref, la prémisse de Superman and Lois, c'est que c'est... une affaire qui me plaît énormément, c'est que Superman et Lois sont maintenant rendus vaguement à mon âge. Et c'est... ils ont... fait que là, tu sais, ils sont... Au nord de 40 ans, ils ont des enfants et c'est leur vie de famille. Dans le premier épisode de Superman and Lois, Ma Kent meurt de sa belle mort et Clark est renvoyé du Daily Planet parce que, ma foi, l'information imprimée n'est pas ce qu'elle était. Alors, fait que là, ce que Clark il décide de faire, c'est bon, ben, je vais me reconnecter à mes racines, je vais déménager ma famille à Smallville, je vais aller vivre là. Et ce faisant, aussi, il décide de faire... n'ayant plus à être un reporter, il décide d'être un père plus présent dans la vie de ses enfants parce qu'il ne pouvait pas tout le temps être là, parce qu'il était Superman. Et justement, il révèle à ses enfants qu'il était Superman, qu'il y a un secret que ses enfants ignoraient. Okay. Fait que tout le show, c'est comment que lui et Lois essayent comme de... Rebâtir serait trop gros parce que leur vie de famille allait pas mal, mais elle a maintenant changé. Puis c'est comment ces kids-là qui ont grandi dans la grande ville apprennent à vivre dans une petite ville avec comme du monde qui sont différents d'eux autres. Comment que... tu sais, la notion que t'as comme de l'émission aussi, c'est que Superman a déjà eu comme toutes ces grandes aventures quand il était comme avant que l'émission commence. Fait que t'sais, Lex Luthor est en prison, il y a eu plein de combats par avant, fait que là, il est pas exactement en retraite, mais il ressent qu'il peut plus slacker, puis il comprend aussi que ben, c'est le temps que je passe du temps avec mes enfants, puis un de ses enfants développe des pouvoirs. Fait que là, t'as un peu ce tiraillage-là entre les enfants qui sont des jumeaux, qu'ils ont toujours été vraiment proches, mais là, il y a quelque chose vraiment qui les sépare à cause de ça. Fait que c'est leur vie. Et comment cette vie-là se passe à Smallville. Et puis, moi, c'est ma version live-action préférée de Superman. Je trouve que c'est... Ouais, t'en as souvent parlé, t'as vraiment aimé cette série-là. Je trouve que Tyler Hoechlin fait un job incroyable en Superman, mais ce qui est devenu dans le show, c'est que Lois Lane, c'est comme elle le prix... le rôle spotlight de l'émission, qu'elle incarne plein de choses différentes. Et puis, c'est un show qui vient par conséquent avec beaucoup de drames humains. C'est vraiment comme un drame familial, mais il y a un quart de l'épisode qui a des shenanigans d'action de super-héros dedans. Mais sinon, comme la 3e saison, ça dealait avec le fait que Lois avait le cancer du sein. Puis là, tu sais, c'est quelque chose qui est comme une bombe dans une vie de famille. Mais quand le père de la famille est un homme indestructible qui ne mourra jamais,
dealer avec ça, c'est vraiment comme différent. T'sais, ça parle beaucoup de ça. Puis... parce que dans cet univers-là, Superman est immortel. Parce qu'il y a des variantes de Superman où Superman ne mourra jamais. Il n'est pas nécessairement immortel, mais on comprend que c'est extrêmement difficile de le tuer. Ouais. Et là, c'est ça où on arrive dans saison 4. La saison 3 se termine avec l'arrivée de Lex Luthor qui sort de prison et qui, lui, trouve une façon de créer son propre Doomsday. Et alors que la 4e saison commence, c'est une adaptation de The Death of Superman. Superman meurt à la fin du premier épisode. Et là ça devient encore le drame familial, mais là, le père est mort. Puis dans le deuxième épisode, ils sont comme « Ouais, mais notre père, il est Superman, hein? Peut-être ça va être correct, hein? » Puis à la fin du deuxième épisode, ils sont comme « Ça ne va pas être correct. » Il est comme... Notre père est maintenant comme... Tu sais, ils ont mis son corps dans la forteresse, puis il est comme dans un genre de bain que, tu sais, nous, c'est sûr qu'éventuellement, il va revenir. Ouais. Mais là, eux autres, en attendant, sont comme... Mon père, il est comme... baigne dans la glu, et je peux juste parler à un hologramme de lui... Qui est pas lui. Qui est pas vraiment lui maintenant. Il est ChatGPT. Puis c'est ça, tu sais, puis c'est... super bien fait, puis encore là, c'est l'émotion humaine derrière ça. Tu sais, moi, j'étais un gros fan des comics des années 90 qui s'appellent, de Superman, qui s'appelle les Triangle Books, que à chaque semaine, l'histoire se continuait dans tous les livres, puis que c'est là qu'il y a eu... Ça, c'est du shenanigan de années 90, là. Tu sais, achète tous les livres pour comprendre l'histoire. Exactement, puis là-dedans, il y avait justement, c'est cette époque-là qui nous a donné la mort de Superman. Puis la mort de Superman a été... adapté dans d'autres médias, dans des films animés, des affaires comme ça, puis qui marche pas super bien. Parce qu'ils ont oublié comme... Tu sais, le headline de la mort de Superman, c'est un comic où ce qui fait juste se battre contre Doomsday, puis il meurt. Ouais. Mais la sauce secrète qui fait fonctionner ça, c'est l'histoire qui vient après, qui s'appelle... Funeral for a Friend. Funeral for a Friend, ou en trade paperback, ça s'appelle A World Without Superman. Puis c'est malade, c'est les répercussions de la mort de Superman. Puis c'est toutes des affaires des Lois qui doit faire semblant. Hey, Clark est pas mort, n'est-ce pas? T'sais, il doit être sous les décombres, on sait pas où est-ce qu'il est. On sait pas il est où. Puis là, tu sais, il y a les parents, comment ils deal avec tout ça. Fait que t'as tout le cast. Puis déjà là, dans le deuxième épisode, la série plonge dans ce genre d'affaires-là. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment... Comme déjà, j'aimais le show, mais là, que je suis vraiment excité comme... comme ils savent c'est quoi les bons bouts à adapter pour rendre ça comme... Bien sûr... un soap familial de CW qui meurt de sa belle mort. Là. C'est comme la CW a été projetée en ayant 16... oui, mais en ayant 16 shows de super-héros à un moment donné. C'est fou, hein, on oublie souvent, mais c'était là. Il y avait comme 5 affaires en même temps à chaque semaine. Puis là, c'est en train de mourir, puis il y a juste Superman qui ferme les lumières à la fin. Mais bref, ça reste un soap de ce genre-là, mais c'est un soap tout de même plus sobre, mettons, que tu sais, que Flash et Arrow et compagnie, c'était plus des shows policiers un peu plus. Ça, c'est vraiment plus un truc familial. Mais bref, c'est ça, le troisième épisode joue ce soir. Mais les deux premiers que j'ai vus, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a... Le show trouve facilement le moyen de m'émouvoir. Puis de voir ces personnages-là à mon âge, comme ça me pogne. Question de nerd, comme ce Superman-là était dans la même continuité que Supergirl, est-ce que Supergirl il fait une apparition, surtout avec la mort de son cousin? Non, justement, ils ont vraiment comme nudgé ça, ils sont comme sur leur propre... À la fin de la première saison, ils ont dit comme oui, tu sais, il y a d'autres... Univers parallèles. Il y a des univers parallèles, puis il y en a d'autres où Superman existe, mais ici, il y a comme juste Superman. OK, ils se sont vraiment débarrassés. Ils ont fait comme... Puis, tu sais, ils ont mentionné que... oui, mais ton père, il y a eu d'autres aventures sur d'autres terres, puis il y a même eu d'autres aventures avec d'autres Superman. Mais ici, il y a comme juste lui, là. Il n'y a pas de Justice League. OK, ils l'ont établi, là, c'est assez clair. Puis justement, moi, je trouve ça dommage parce que, comme, mettons, Mélissa Benoît, comme, elle fit très bien dans le show, ce serait cool qu'il l'amène, mais là, tu sais... À ce point-ci, c'est sûr qu'elle n'existe pas. Là, fait que... Ouais, surtout si elle n'est pas venue à la mort de son cousin. Là. Ouais, là, tu vois, ça vient comme juste d'arriver dans l'émission, puis la nouvelle n'est pas encore vraiment sortie dans les médias. Elle fait juste comme sortir. Fait que j'ai l'impression aussi qu'ils vont vraiment comme ralentir leur débit. Puis aussi, on dirait que leur passe-passe, justement, c'est qu'ils vont aller beaucoup dans des flashbacks parce qu'ils ont un acteur que son personnage est mort. Puis là, je pense que l'épisode de cette semaine... ça va être le mariage de... On va voir
qu'est-ce qui est arrivé quand Lois et Clark se sont mariés, puis comment que, mettons, il a été dire à son beau-père, hey, Superman, il devait être content. Écoute, le général. C'est très bon, c'est très bon. Merci, merci Yannick, à chaque fois tu vends très bien cette série-là. On continue avec toi, mon cher Laurent. Yeah. Yeah. Je suis encore dans la nostalgie. Dans mes nouvelles. Ah, OK. Je pensais dans la vie en général, tu étais dans la nostalgie. Bientôt, j'ai dans la nostalgie de quand j'étais dans la bouche de Godzilla. Oui, parce que tu t'en vas au Japon en novembre. Ah, ouais. c'est vrai. Il va faire de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla. Très cool. Yes. Oui. Mais c'est quoi le setup de ça? C'est-tu il y a comme un parc avec une grosse tête de Godzilla ou il y a un haut Godzilla puis toi tu vas aller haut? C'est une grosse tête de Godzilla. Ben, quand même. C'est là que tu veux être. Comme si... Imagine Hungry Hippo, Shin Godzilla. Mettons, ça ressemble à ça. Là, sa bouche, elle rouvre pas elle ferme. Je pense, non, mais de la façon qui est posée, il a l'air de OK, comme une demi-face. d'avaler vers le sol. Ouais. Bon, mettons. Là, tu vas aller voir du sumo. Écoute, je me suis quand même informé, puis je pense qu'on arrive au Japon, genre juste après une des plus grosses compétitions de sumo, genre, puis on arrive dans un bout où genre il n'y a rien. OK, ouais. Je suis encore en train de checker, il y a peut-être moyen d'aller voir des entraînements, mettons. Ça serait déjà ça, mettons. Mais... Je t'ai envoyé un kiosque d'un gars là, pour la bouffe de rue. Oui, j'ai pas tout regardé, mais je l'ai checké un peu, effectivement. C'est très difficile à écouter sans vouloir comme te bouffer toi-même, genre. C'est comme, ça donne tellement faim. C'est vrai, j'avoue. Ouais, il y en a beaucoup. L'Internet est plein de petits cuisiniers du Japon en train de faire la meilleure bouffe que t'as pas vue à part genre dans 3 piastres la bouchée. Ouais, à peu près. Mais bref, là, ma nostalgie est moins vieille que mon 30 ans de Dookie. C'est les 10 ans de la revue Planche. Ça fait déjà 10 ans? Ben, c'est sûr que ça me déprime parce que ça aussi, je me rappelle, c'était hier, tu sais. Oui, c'était hier. Fait que la revue Planche, qui est un trimestriel de bande dessinée québécoise, qui run, ben en fait, c'est ça, je dis, un trimestriel, ils ont eu un long hiatus, là, ils ont eu des changements de direction, puis... il y a un moment, il n'y avait rien de publié. Il n'y avait plus rien qui... Tu sais, entre la fin de 2019 et le début de 2024, il y a eu un numéro, mettons. Ouais. Mais là, je pense qu'ils sont back on track. C'est le 3e numéro depuis le début de l'année. Donc, je pense qu'on est rendu à on est revenu à trimestriel ou pas loin de. Là. On va l'appeler trimestriel lousse, mettons. Mais c'est back on track. Puis là, c'est ça coïncide en fait que c'est les 10 ans, mais c'est aussi le 20e numéro qui sort finalement, si on compte pas les hors-séries qui ont été publiées. Donc, c'est cool. Pour vrai, c'est encore une revue full de qualité. C'est ça, chaque numéro. C'est des histoires courtes, mais complètes, inédites pour la plupart. Donc, c'est vraiment comme du stuff qu'on n'a pas vu ailleurs. J'ai vu que, c'est ça, Jake a participé souvent, plein de gens qu'on connaît. Là. Il y a comme un habile mix de vieux de la vieille et de nouveaux visages qui font, en tout cas, il y a un travail de défrichage qui est fait. Y a-t-il un événement pour leur 10e anniversaire? Ben c'est ça, il y a un lancement, c'est ce jeudi, le 17 octobre, au Cheval Blanc en Formule 5 à 7, qui s'étire tout le temps plus parce que c'est 7, le milieu de la bande dessinée québécoise. Les gens n'ont pas d'argent, fait qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent. Yeah! C'est ça, fait que le numéro 20, avec une super couverture de Julie Rochelot, est bonne, qui sera... Très bonne artiste. Ouais, vraiment, il y a un nouvel album de Julie qui s'en vient. Ça sera disponible, je pense, cette semaine aussi en librairie, sinon la semaine après, mais ça s'en vient, là. C'est disponible un peu partout maintenant. Fait que vous checkerez ça, checkerez les anciens numéros. Ils sont tout le temps, si vous allez dans des salons du livre ou dans des festivals de BD ou à l'Exposine, ils ont toujours un kiosque avec des vieux numéros. Pas trop cher si jamais ça vous intéresse, mais checkez le nouveau stock. Ça a l'air... En tout cas, les derniers numéros sortis cette année étaient vraiment cool, puis c'est ça. Excellent. Merci, M. Laurent. J'ai une nouvelle de Superman pour faire suite à ton truc de Superman, Yannick, parce que l'acteur Yannick... j'allais dire Yannick Cavill, mais c'est pas Yannick Cavill. Non. Quoique. C'est Henry Cavill. De famille. Quoi? Écoute, j'aimerais donc avoir sa mâchoire. Christy, je pense que tout le monde voudrait sa mâchoire. Henry Cavill qui a incarné bien sûr Superman au grand écran. Il a aussi joué dans The Witcher. C'est un des nôtres, là, guys. Là. C'est un gamer. Il tripe sur Warhammer. Ouais, c'est pas... c'est un vrai nerd. Les affaires de Warhammer, là, c'est pas une affaire qui a consulté un dossier de presse pour en parler. Parce que premièrement, qui ferait ça? Sincèrement, qui ferait ça? Puis
En tout cas, bref. C'est dans le. Je pense qu'il y a des niveaux, des fois, dans l'obsession que les geeks peuvent avoir. Je trouve que. Puis c'est pas péjoratif, mais le Warhammer, les cartes Magic, c'est vraiment dans les bas niveaux. Pas bas dans le sens. Pas fond, mais dans le sens faut que tu ailles profond. Parce que c'est pas des j'ai l'impression que c'est pas des mondes de nerds qui. Non. Eux autres veulent venir te chercher à tout prix. Non, toi, tu viens à nous autres si ça t'intéresse. C'est pas des hobbies passagers. Là. Exactement. C'est pas des passions passagères. Juste pour dire, parce que c'est débile, parce que ce gars-là arrête pas d'enchaîner les projets, il va faire partie maintenant de la distribution de l'adaptation Real Life, donc en vraie personne, de Voltron, qui est basé sur un animé, bien sûr, du même nom, qui était quand même assez populaire dans les années 80. Il y a eu aussi une refonte sur Netflix dans les dernières années. La série des années 80 s'appelait Voltron Defenders of the Universe. Demandez-moi pas le nom de la version japonaise parce que je serais pas capable de la dire anyway. Probablement que ça s'appelle genre Lion Defender. Un affaire de même, mais il y avait comme un chiffre dedans aussi, j'ai vu dans le titre. Là. J'ai écouté une poignée des épisodes sur Netflix. J'avais pas comme eu le temps de regarder le reste, mais j'avais trouvé ça très bien. Ouais, c'était bien. Des beaux designs, de bonne animation, puis bon voice acting. Fait que j'ai trouvé ça cool. Ouais. Quand même, puis pour les gens qui connaissent pas la prémisse, c'est 5 jeunes qui pilotent et contrôlent des mechas en forme de lion qui peuvent s'assembler pour devenir un robot géant qui s'appelle Voltron. Donc, il n'y a pas vraiment de détails au-delà de ça sur le film. On sait juste que le tournage va débuter quelque part autour de l'automne, mais en Australie. Et donc, voici une nouvelle pour Henry Cavill. Puis là, j'en ai 2. C'est pour ça que je parle de lui aujourd'hui. Parce que je pense que, sans dévoiler, c'est quoi? Cavill a un petit caméo dans un film qui est sorti récemment, qui est R-rated. C'est tout ce que je veux vous dire. Et il y a des rumeurs. Et oui, il est dans Long Legs. Il est dans Long Legs. Il joue. C'est lui le titulaire Long Legs. C'est ça, c'est pas spoiler. Je suis désolé. C'est Yannick, c'est de la faute à Yannick. En tout cas, avec lui, je te dis, ça devrait plus s'appeler Gros Quads. Christophe. Puis il vieillit pas, il vieillit bien en fait. Donc c'est ça, il y a des rumeurs qui veulent qu'il se rend pour parler pour incarner un rôle dans le MCU. On n'a aucun détail à savoir quel rôle il pourrait bien jouer, bien camper, mais il est déjà dit par le passé qu'il ne veut pas prendre aucun personnage qui a déjà été incarné par un autre acteur parce que tout le monde fait une bonne job. Mais il aimerait bien, s'il avait le choix, de jouer une version optimisée, si vous voulez, contemporaine de Captain Britain, comme l'a été un peu Captain America dans le MCU, où on l'a mis à jour. Je le vois très bien. Puis c'est un British, fait que... Mais l'affaire, c'est que Captain Britain, il y a des... Je pense que les versions qui ont été plus aimées de ce personnage-là, c'est qu'il est un peu tapon. Il est un peu tapon? Il est un peu... Je connais pas beaucoup de Captain Britain. Ouais, moi non plus. C'est qu'il est comme plus... Il y a une version de lui qui est comme très un peu jock, tête de muscle. Mais tu sais, qu'il est sympathique, mais c'est qu'il est pas tant brillant, mais le cast autour de lui l'est tout de même. Tu sais, ça fait partie d'une fonction de la construction du cast, de tout ça, mais je suis pas assez féru sur Excalibur puis toutes ces... la série dans laquelle il se retrouve. Là. Ouais, c'est ça. Mais je sais que c'est comme une notion de tout ça. Mais là, il y a eu un Hercule à la fin du dernier Thor qui a apparu dans... mais moi, j'aurais trouvé ça cool qu'il fasse Hercule. Oui. C'est qui incarnait Hercule dans le dernier Thor? Je me souviens pas. Je l'ai vu une fois, Love and Thunder. Ma foi, j'oublie son nom de là, mais c'est lui qui joue Ryken dans Ted Lasso. Oh boy, ok, là, je pourrais pas te dire. Qui moi, j'ai beaucoup aimé le caméo de Zeus. Oui, lui aussi, il est très bon. C'est très bien. Il était très bon. Oui. Russell Crowe. Oui. Ouais. Qui a déjà dit que son inspiration pour le personnage est un propriétaire de dépanneur grec qui est apparemment un genre de stéréotype courant en Australie. Qui est comme un genre de stéréotype australien. Qui est comme un vieux grec qui a un dep, là, il est le même. Là. OK. C'est drôle, nous, on a plus des dep asiatiques, c'est comme dans le mythos, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Partout dans le monde, des Vietnamiens. Partout dans le monde, d'autres gens il doit y avoir un autre pays ou que c'est du monde d'Amérique du Nord qui va runner le Québécois qui run le dep. Ouais. Exactement. Monsieur Tremblay. Ouais, c'est ça. Monsieur Tremblay. Lequel des Monsieur Tremblay? Donc, c'était ça pour Henry Cavill. Je lui souhaite bon succès. On continue avec toi, mon cher Laurent. C'est toi? Ouais, c'est à toi. On va être à toi. Permettez-moi de faire mon Simon Chénier l'espace d'un instant parce que je vais vous parler d'une parution. De Blu-ray, la Blu-ray et de 4K, en fait. C'est Shout Factory qui a annoncé la semaine passée. Dis-je, la parution d'un énorme coffret complet de Wallace et Gromit. Oh yeah! C'est-à-dire tous mes films préférés. Ouais, c'est ça. Toi, c'est dans tes... Tu sais, du monde qui font juste s'asseoir puis manger du fromage, là, puis du thé. oui, ouais.
Là, tu parles plus de ma fascination pour The Wind in the Willow. Parce que dans Wallace et Gromit, il y a quand même de l'action. Oui, ça soit il y a l'action. Fromage, mais il y a aussi des poursuites frénétiques de train en stop motion. The Wind in the Willow, c'était quoi le titre en français? Le vent dans les saules. Le vent dans les saules, ouais. Parce que là-dedans, ça pique-nique solide. Ah, man, c'est petit sandwich, là. C'est un quart de tour. Ah ouais, veux-tu un petit pickle? On a amené un pot de petits pickles. Le taux de pression est très bas. Les enjeux aussi sont très bas. Spoilers, c'est tout le temps belette. C'est sûr que t'es méchant. Ou c'est Crapaud qui a foiré. Qui a foiré de quoi. Pauvre Crapaud. Pauvre imbécile. J'avais retrouvé des épisodes sur Internet Archive l'autre fois. Oui, c'est vrai. Je les avais envoyés. J'ai pas passé tout à travers. Non. J'ai regardé le film. Je serais surpris de voir qu'il n'y en a pas beaucoup en torrent. Eh bien, à date. Ouais, oui, ça. On va le ramener en 2025. Je vais aller checker sur Spotify s'il n'y a pas les commentaires sur les épisodes. Ça, parle-moi de ça, de la slow. Pour vrai, oui. Écoute. Mais c'est pour ça, le vidéo que je t'ai envoyé du propriétaire de petit diner de rue, tu sais, il n'y a pratiquement pas de narration, puis c'est lui qui fait de la bouffe pendant 1 heure. Puis au début, je l'ai commencé, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais me taper 1 heure de ça. Puis finalement, 1 heure plus tard, j'étais complètement charmé. C'est drôle, je me suis dit la même chose sur les vidéos de bouffe de notre ami Jean-François Provençal récemment. Oui, je sais, il fait beaucoup de vidéos de bouffe. Il en fait beaucoup, puis à chaque fois, je suis comme, mais non, mais c'est même trop long, là. Puis je finis tout le temps par le regarder. Diverti, ouais, c'est ça. Je suis comme, ça a l'air bon. Oui, ça a l'air bon ce qu'il fait. Ouais. Bref, Shout Factory sort un gros coffret avec toutes les Wallace et Gromit, c'est-à-dire les 4 courts-métrages à Grande Day Out, A Mother of Loaf and Death de Wrong Trousers, puis il m'en manque un, c'est celui avec les moutons de Wrong Shape. Je pourrais pas te dire, je les connais pas par cœur. En tout cas, ça fait longtemps que je les ai vus. Avec évidemment aussi le long-métrage Curse of the Were-Rabbit. Il y a aussi la série de très très courts qui s'appelait Cracking Contraptions, qui était comme une série probablement de trucs là, qui jouaient entre 2 émissions, des affaires d'1 minute, là, plus des petits sketchs, mettons, avec des making-of, livrés 24 pages, des stickers, plein d'affaires. Tout ça est en 4K, sauf mystérieusement de le Were-Rabbit qui est en Blu-ray. Donc peut-être pas l'original, le truc pour scanner. Peut-être pas. Puis là, je sais pas, je voyais des gens chialer dans les commentaires comme quoi il aurait ressorti une autre version Blu-ray déjà sur lequel un des films n'avait pas le bon pitch audio. OK. Puis là, tout le monde chialait. Ça va-tu être corrigé, votre maudit pitch? Je ne sais pas. Non, personne n'a mis la main dessus encore. Mais non, mais c'est ça. Puis voilà, ça est limité à 5000 copies seulement. C'est très peu. Hein, ouais, c'est peu quand même. Pourtant, il me semble pour la crowd qu'ils ont, ils pourraient se le permettre. Je sais pas. Je sais pas. C'est une si grosse crowd que ça. Wallace & Gromit, ça existe depuis des décennies. Ouais, là. Mais l'expérience, m'a appris que les choses qui m'intéressent vraiment beaucoup, en général, il y a pas un super gros bassin. Ouais, ça, je te rejoins là-dedans. Fait que peut-être que c'est assez. Regarde, s'ils vendent tout, ils en feront plus. Ils en feront plus. C'est ça. Ben oui, pourquoi pas. On va continuer. T'avais-tu un dernier truc, toi, Yannick, de bonhomme? Ou Non. Regarde, il y a plein de bonhommes. Je peux t'en faire 2 vraiment rapidement. Oui, vas-y. Je suis à jour dans Agatha All Along, qui est le nouveau show de Disney+, qu'ils ont créé autour du personnage de Catherine Hahn, qui était dans WandaVision. Ouais. Qui est un genre de show un peu Buffy-esque, mais avec encore l'élément un peu de parodie des genres qu'il y avait dans WandaVision, où Agatha est sur une quête de regagner des pouvoirs magiques qu'elle n'avait pas. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essentiellement pris une mini-série de Scarlet Witch de James Robinson qui a fait pour Marvel il y a peut-être une dizaine d'années. Okay. Puis ils ont juste fait comme, sais-tu quoi, c'est Agatha, la ligue de cette série-là en place. Okay. Puis ils la font avoir des aventures avec d'autres sorcières de l'univers de Marvel. C'est comme des personnages qui sont pas vraiment connus, mais qui ont juste un bout de personnalité ou un nom en particulier, puis ils recréent des personnages avec ça. Puis c'est un show qui est dans le fond entièrement vendu dans le talent de Catherine Hahn et de la distribution qui l'entoure. Puis c'est super plaisant à regarder. Puis c'est pas... tu vois que ça veut mettre les balises un peu d'un univers funky magique du côté de Marvel, sans vouloir se plugger à tout prix sur d'autres affaires de « Hey, check, qu'est-ce qui s'en vient aussi?
Fait que ça s'écoute très bien, je trouve ça bien sympathique. Et aussi, je ne suis pas à jour, j'ai juste écouté 2 épisodes à date, mais j'aime beaucoup de Penguin. Qui se passe avant ou après de Batman? Ça se passe après de Batman. On retrouve le personnage de Colin Farrell, qui, ceux qui s'en souviennent pas, Colin Farrell fait juste jouer un gangster de film des années 40 sous un gros maquillage dans The Batman. Moi, je me pose encore la question. Des fois, j'y pense, puis je suis comme, you, Colin. On le voit pas, il se perd dans la performance, le costume. Puis, bref, si tu as aimé cette performance-là, moi j'ai beaucoup aimé cette performance-là, c'est plus de tout ça. Puis à chaque fois qu'il prononce Dirt, ou il dit use à place de use guys à place de you, là je suis comme moi je frotte mes mains puis je suis content. C'est vraiment je trouve ça vraiment le fun. C'est c'est pas une saga criminelle, mais c'est une histoire criminelle de mafia qui essaie de se relever parce que la ville parce que Gotham City vient d'avoir comme être entièrement inondée par le Riddler. Fait que là, il y a des gros remous dans l'engin criminel de la ville. Fait que là, le pingouin, lui, essaie de faire sa place là-dedans. Puis l'affaire qui est vraiment attachante, c'est que le pingouin n'est pas particulièrement bon là-dedans et que toute l'intrigue commence avec... Parce que dans le premier épisode, il gonne la mauvaise personne qui a manqué de respect. Puis là, le reste, c'est comme, Chris, faut que je cache un cadavre. Oh, Chris, faut que je fasse ci. Puis, j'aime ça quand même. Puis il passe à travers ça avec full confiance, à défaut de pas avoir des si bons plans que ça. Et bref, il y a beaucoup de choses à jouer pour Colin Farrell. Fait que c'est le fun de le voir aller là-dedans. Aussi, en même temps, il y a l'actrice Christine Milioti, que je pense que beaucoup de gens la connaissent, c'est une des grandes actrices de sa nouvelle génération, mais c'est elle qui était la mère dans How I Met Your Mother, qui est arrivée dans le show. C'est une actrice qui est vraiment aimable. Puis là, elle joue une des filles de la famille Falcone, qui était le Hangman Killer dans The Long Halloween, dans Batman The Long Halloween. Oui. Ben, elle apparaît dans le show, puis elle vient de sortir de prison parce qu'elle était le Hangman Killer. Tu sais, on sous-entend qu'il y a eu un Long Halloween. Qu'il n'y a pas vraiment eu un Long Halloween, mais elle a été tuée du monde en les pendant comme dans Long Halloween, puis c'est une affaire qu'elle a faite. Fait que là, elle sort de prison et la personne que le pingouin tue au début du show, c'est son frère. Qui, si tu t'en rappelles, dans Long Halloween, ce personnage-là voulait énormément protéger son frère qu'elle considérait comme faible. Fait que là, elle veut trouver le meurtrier, puis le pingouin, hey, c'est pas moi, hein? En tout cas, ça va bien aller. Hey, salut, là. Puis en même temps, elle voit qu'elle n'est pas prise au sérieux par la mafia autour d'elle. Fait qu'elle décide de prendre sa place et de faire sa propre enquête. Fait que les deux leads du show, c'est Colin Farrell et elle. Puis elle a vraiment une performance vraiment écœurante. Aussi, c'est vraiment particulier que, tu sais, elle a les yeux d'un personnage dessiné par Tim Sale. Fait que c'est... En tout cas, il y a quelque chose qui marche vraiment pour moi de l'avoir allé dans le rôle. Okay. Elle est vraiment, vraiment bonne à avoir allé. Puis, tu sais, c'est... Ça, c'est comme un bon exemple. Un peu aussi comme avec Agatha Harlong, comme la bonne façon de faire des spin-offs d'univers comme ça, c'est dans le fond, ben, tu l'ancres sur des personnages puis des acteurs intéressants, puis tu sais, t'es craintes, t'es tweak un peu, puis t'es laisse ça aller. Tu sais, comme Batman, il va pas être dans ce show-là, mais j'aimerais ça qu'il soit là parce que je trouve que le show il est bon. Fait que là, ça veut dire que les scènes que Batman apparaîtrait seraient bonnes. Mais c'est, tu sais, peut-être un dernier caméo ou une dernière apparition. Peut-être, mais tu sais, je penserais pas, mais aussi comme l'intrigue criminelle, c'est gigantesque pour le monde de la mafia, mais c'est assez low level que la ville a été inondée. Le Batman, il y a peut-être d'autres affaires à faire. Il doit faire comme, hey, les mafieux, ils se chicanent entre eux autres, ça va être correct. Là. Lui, il laisse ça aller. Là. Fait que, bref, 2 épisodes à date, j'aime beaucoup ça et j'ai hâte de voir le reste. Alors, je les recommande. Génial, recommandé par Yannick, le saut d'approbation. Petite nouvelle concernant Ghostbusters, parce que c'est ma franchise favorite. Ghostbusters Frozen Empire est sorti en mars 2024. Ça fait un peu plus de 200 millions à travers le monde. Donc, c'est un petit peu moins que Ghostbusters Afterlife, qui était officiellement le Ghostbusters 3. Ça avait été réalisé jadis, Ghostbusters Afterlife, par Jason Reitman, dont on a parlé tout à l'heure avec le film dédié aux origines de SNL, et scénarisé également par Jill Keenan, qui a entre autres réalisé, lui, son bord,
le remake de Poltergeist, si je me souviens bien, qui était pas dégueulasse. Oui, puis ensemble, ils ont aussi écrit Saturday Night. Exactement, c'est ça. C'est un duo qui travaille ensemble souvent. Et pour Ghostbusters, Frozen Empire, là, ils ont changé de rôle. Les deux sont restés scénaristes, mais Jason Reitman est devenu producteur et Gil Kenan est devenu réalisateur. Benoît, sur l'écran, ça dit qu'il faut que tu branches le Mac avec une oui, prise merci de me le dire courant avant que ça... Oh, attends une minute. Je te regardais toi, je regardais pas l'ordi. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, là, on perdra pas le show, c'est parfait. Un amateur de pudding. Il sait garder l'œil. On aime ça, garder les données. Oh oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, de ce côté-là, ils ont inversé les rôles pour Frozen Empire. Donc, c'est Kenan qui est devenu le réal. Puis les deux sont devenus les espèces de porte-étendards de la marque et Ghostbusters, qui fait partie, bien sûr, de Sony Pictures, mais qui est dans une sous-filiale qui s'appelle Ghost Corp. Donc, ces autres sont en charge de la franchise, puis comment ils vont l'exploiter et comment ces deux gars-là aussi font partie de cette identité. Donc, tout ça pour dire que malgré les recettes un petit peu décevantes et surtout les critiques négatives que Ghostbusters a fait... Toi, me semble que t'es juste correct sur ces films-là. T'es juste correct. C'est ça, t'es juste correct. On se demandait s'il va y avoir des suites. Et là, Kenan est allé récemment à The Direct, un site. Il a fait une entrevue et il a dit, ben non, on poursuit des nouveaux projets qui vont se passer dans l'univers de Ghostbusters et ces projets-là sont aussi dédiés au grand écran. Donc, je ne dis pas qu'il va pas avoir de téléséries, mais les projets de films sur grand écran sont encore dans les cartons. Et c'est tout. C'est juste pour vous dire qu'il y a projet. Il y a projet de développement. Et de toute façon, il y a 2 autres projets aussi en développement. Il y a un long métrage d'animation et une série d'animation du côté de Netflix. Donc, Ghostbusters n'est pas mort, mais... J'ai pas détesté Frozen Empire, mais c'est un kid movie. Puis je dois accepter que ce n'est pas le Ghostbusters de ma jeunesse. Puis quelque part, c'est correct. Mais j'avoue que... Je pense pas que ça va revenir. Mais c'est pas un si bon film pour enfants non plus. Exactement. C'est pas un bon film pour enfants. C'est juste... Il y a beaucoup de portes qui n'arrêtent pas d'ouvrir, puis il ne semble pas enfermer beaucoup. Le film est très confus, même, je te dirais. Puis le facteur nostalgie, j'ai pas de problème avec le facteur nostalgie quand il est bien utilisé. Et là, il n'est pas vraiment bien... il n'est pas bien canalisé. Mais quoique je suis content que ça a eu un succès quand même correct pour qu'il y ait une vie à cette franchise-là que j'aime beaucoup. Donc, c'était la petite mise à jour que je voulais vous donner concernant Ghostbusters. Toi, Laurent, il te restait-tu quelque chose? Non, j'avais fait le tour. Parfait, on va prendre une petite pause puis on va parler du sujet de la semaine qui, comme tous les shows de ce mois-ci, étaient Halloweenés. C'était dans la vibe. Pour vous rappeler qu'on a un Patreon, justement cette semaine, en fait aujourd'hui, j'ai dû faire une grosse dépense pour le Patreon parce qu'il y a un module pour empêcher le spam sur notre site et le ralentir qu'il fallait que je paye et c'était 200$. Donc votre argent, des fois, elle est utilisée, mais on s'y attendait pas, mais là c'est ça. Il fallait activer ce module-là, j'avais comme pas le choix. Donc votre argent fait en sorte que les Mystérieux Étonnants peuvent continuer à rouler. Si vous êtes intéressé, nous encourager financièrement, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode, ça vous amène vers Patreon, qui est une plateforme super facile à laquelle vous pouvez vous inscrire et vous désinscrire quand vous voulez. Il y a des gens qui s'inscrivent pour un mois, qui quittent et qui reviennent. Et en échange, on vous offre du contenu supplémentaire. Bonus, on fait un podcast qui s'appelle Bifurcation. Je fais ça avec mon ami Rémi Firchette, dont on a parlé tout à l'heure à l'émission. On est dans ce moment d'un cycle dédié à l'acteur Tim Curry et on va parler dans les prochaines semaines de la série It, celle des années 90, la mini-série It, et du fameux Rocky Horror Picture Show parce qu'on n'a pas le choix. Oui. Mais toutes les archives en fait de Bifurcation sont encore disponibles. À partir du moment où vous vous inscrivez au Patreon, tout est là. Ça vous donne aussi à l'avance accès à Terre humaine chez Isidore, les nouveaux épisodes que Simon Chénier fait avec Étienne Forêt et Gabriel Lesacolard dédiés à Terre humaine, qui est une série québécoise qui n'existe plus depuis maintenant plus de 30 ans. Il y a des adeptes. Étonnamment, on parlait de Slow TV tantôt, ça c'en est. Quand même, ça reste très divertissant. Votre don fait en sorte aussi qu'on fait Terre Kaiju, Noël chez Isidore, et aussi on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Imaginez un endroit sur Internet où les gens échangent avec passion et respect. Ils écoutent des films, des fois la lutte, et tout ça dans une belle ambiance de collaboration. C'était le rêve qui était Internet. Ben ça n'existe pas, ce maudit Internet-là, sauf sur le Discord des Mystérieux Étonnants, parce que c'est l'Internet et sans trop de cul. D'ailleurs, si vous abonnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi à travers la plateforme et je vais vous envoyer le lien vers le Discord. C'est une belle communauté. Je suis pas vraiment actif sur les médias sociaux des Mystérieux parce
parce que ça me tente pas. C'est de la job. Mais sur le Discord, c'est pas une job. C'est le fun, c'est plaisant. Les efforts font pas juste tomber d'un pit de désespoir. Donc, venez nous rejoindre sur Discord. C'est vraiment une belle place. Sinon, on est disponible partout. Apple Podcasts, YouTube Music maintenant, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux sont disponibles sur notre site internet au complet. On garde juste les 300 dernières sur le fil RSS. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, quoique plus vraiment. Et sur mystérieuxétonnant.com. Sinon, je vous invite encore une fois au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants le 28 dans le cadre de Space. C'est à partir de 20h que le show commence. Les portes ouvrent à 19h et on risque d'avoir bien du fun. Merci d'ailleurs encore à Jared de s'être pas déplacé, mais de se joindre à l'émission en début de show. Le lien est disponible dans le descriptif de l'épisode pour acheter des billets. On prend une petite pause, on revient dans quelques instants avec Houses of the Unholy. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine et cette semaine il s'agit d'une bande dessinée, Houses of the Unholy de Ed Brubaker et Sean Phillips, un duo qui a travaillé entre autres sur Fatal, Criminals, ils ont fait plein d'affaires, No Fade Out, ils ont fait plein d'affaires, c'est vraiment ça fait 15 ans je pense qu'ils sont quasiment le seul partenaire de danse l'un de l'autre. Oui, c'est ça. C'est comme un vieux couple de la bande dessinée, mais je te dirais que leurs deux styles se mélangent très, très bien. Oui. Ed Brubaker fait beaucoup dans le pas dans le true crime, mais dans le Detective Noir Story. C'est beaucoup de son inspiration. Sean Phillips qui a un trait de crayon il peut être très réaliste, mais onirique. C'est un drôle de mélange entre les deux. Puis, ensemble, c'est vraiment un duo explosif. Je vais vous décrire un peu la BD. Je vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée, peut-être pensez à faire pause et y revenir, parce qu'on va spoiler en dernière partie. Donc, c'est bande dessinée qui est très inspirée de la satanic panic des années 80, qui est un vrai courant qui s'est déroulé dans les États-Unis, en Amérique du Nord, dans les années 80, et qui revient sur plusieurs formes jusqu'à ce jour. Les conspirations sataniques, là, ça vient un peu de ce courant-là, de gens qui pensent qu'il y a une cabale de satanistes qui contrôlent tout, qui sont dans l'ombre, qui enlèvent des enfants et qui font des rituels. Il y a un très bon épisode d'X-Files qui s'appelle Die Hand, Die Verlet, qui parle de ça, mais qui en même temps a véritablement du monde qui vénère Satan et qui font des choses. Donc la BD s'inspire beaucoup de faits divers différents tirés de cette période-là un peu sombre des États-Unis. On suit une jeune femme qui elle fait partie d'un groupe d'enfants qui a accusé des adultes dans les années 80 d'avoir pratiqué des rituels sur eux. Et ces gens-là ont été finalement arrêtés et puis condamnés. Ça a même poussé une des intervenantes qui s'occupait de ces enfants à se mettre fin à ces jours. Chose qui est arrivée dans la vraie vie. Il y a des gens qui ont été accusés des dirigeants d'une garderie puis ont été mis en prison puis tout ça s'est avéré être complètement une fabulation. Donc on suit cette dame qui est rendue détective privée, complètement blasée, même affectée par son passé, mais aussi qu'est-ce qu'elle a fait subir à ces adultes-là, qui se retrouve avec un soi-disant agent du FBI à traquer les autres enfants qui, jadis, auraient participé à ce culte parce qu'ils disparaissent assassinés un après l'autre. Donc, ils s'en vont dans un genre de road trip à travers les États-Unis pour les retrouver avant que les cibles mettent la main sur eux et accomplissent. Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est de la vengeance? On ne sait pas, c'est ça la bande dessinée. Donc la bande dessinée se compose comme un peu sur 3 temps. Tu as le temps actuel, tu as des flashbacks aussi de quand elle était jeune et combiné à d'autres segments où on va mettre un petit peu plus de contexte autour de le côté phénoménologique, anthropologique de la chose. C'est vraiment comme tu vois que Ed Brubaker a fait ses classes. On sent qu'il y a une recherche derrière, puis pour être fan de ces histoires-là, c'est très 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 présent dans la bande dessinée. On va faire un tour de table rapidement, savoir si on a apprécié, puis après on va vraiment plonger plus dans les détails. On va commencer avec toi, Yannick, comme tu es notre invité cette semaine. Est-ce que tu as aimé Houses of the Unholy? J'ai beaucoup aimé. J'étais un gros fan de Ed Brubaker et de Sean Phillips et de leur collaboration. J'ai, ma foi, je vais avoir ma version, l'édition physique de ce livre-là très bientôt parce que je les achète toutes de leur... T'es ça toutes, là, t'as toute la série. J'ai toutes les Reckless, leurs plus récents,
Where the Bodies Are, puis auparavant, il y avait Night Mask qui ont sorti. Oui, Night Mask, on a parlé puis de ça. récemment aussi, j'avais pas lu Criminal, fait que là, j'ai passé à travers. Il y a 7 volumes de Criminal, plus des genres de spin-off. J'ai pas encore lu le 7e, mais les 6 premiers, je les ai lus pratiquement pendant mon congé cet été, et j'ai adoré ça. Le 6e volume de Criminal est particulièrement majestueux, quand tu réalises c'est un pastiche de quel fameux comic book américain, tu vois tous les morceaux tomber comme dans Tetris, c'est comme c'est bon ce que j'ai envie de regarder. Fait que ouais, je suis très acheteur de ce qu'ils font. Je dirais que les 2 derniers livres qu'ils ont fait, je les voyais être plus dans l'expérimental puis vouloir raconter des affaires un peu différentes. Night Mask, c'est ça, hein? C'est pas la recette habituelle. Puis une façon différente de le raconter dans Where the Bodies Are. Et ça m'a moins plu parce que on dirait que je suis malheureusement le genre de fan qui est comme ce que vous faites habituellement, vous le faites tellement bien que là... Pas changer. Ben, moi, je suis pas changé, mais je suis très content si ça change pas. Je suis quasiment tout le temps en train de relire une affaire. Comme tu sais, récemment, j'ai relu Sleeper qu'ils ont fait chez Wildstorm il y a très longtemps. OK, ouais. Tout le temps. Puis aussi, j'ai récemment lu pas mal tout le Batman de Ed Brubaker qu'il a fait quand il écrivait le livre principal. C'est quoi la chez série DC? Incognito aussi qui était fameuse, là, celle avec un vigilante? Ouais, ça, j'aime beaucoup Incognito, mais il y a comme deux chapitres, puis j'ai pas été capable de... Le deuxième, il est introuvable. Faut que tu achètes quasiment le Absolute. Oui, il faut que tu achètes l'Absolute, Incognito, qui est lui-même des fois pas... qui est dur à trouver. Je l'ai pas encore trouvé, puis je le cherche, mais j'aime aussi beaucoup Incognito. Qui, je pense, c'est peut-être la dernière fois qu'il a fait quelque chose de vaguement super-héros-ish. Ouais. Fait que, bref, je trouve que ça, House of the Unholy, c'est un retour plus aux sources, ou du moins à ce que je suis habitué. Puis là, quand j'ai lu les premières pages, puis quand j'ai vu que elle était une détective, elle s'appelait Natalie Burns, là, j'étais en train de danser dans mon salon. Je suis comme, yes, esti, we're back! Puis là, c'est exactement les affaires que j'aime. Mais pour... Ben, on va parler plus en détail. On va j'ai bien aimé ça. Mais t'as bien aimé ça. C'est ça que c'est ton approche. Toi, Laurent, est-ce que t'as bien aimé ça également? J'ai beaucoup aimé la ride, mais je trouve qu'au final, en y repensant, je trouve que ça tourne les coins ronds pas mal. Genre, il y a des affaires non résolues c'est comme s'il avait ouvert beaucoup de portes, puis qu'à la fin, il était comme, hop, il nous reste 5 minutes, faut qu'on rappe ça, puis on y va. Puis tant pis, c'est le feeling que j'ai un peu. Je trouve que si j'y pense trop, ce bel étalage est bancal, mettons. Mais j'ai eu full de fun Je suis à la lecture. exactement à la même place que toi. Les deux. J'ai vraiment aimé la bande dessinée. La fin m'a laissé sur ma faim, mais c'est pas tant ça qui m'a déçu. C'est quand je suis resté sur ma faim, j'ai commencé à réfléchir à la structure de l'histoire. Et là, pour moi, ça ne fait plus arrivé, moi aussi. Là, je me rends compte que rien ne fait plus de sens. En fait, l'histoire elle ne se justifie que par histoire. Tandis qu'auparavant, j'ai l'impression qu'Ed Brubaker est un gars qui tripe sur la structure, puis l'approche, puis comment tout ça peut s'emboîter, puis comment il y a une histoire, mais comment on la raconte, puis par quel angle on va la raconter, puis quelle information on va donner. Puis au final, quand tu arrives à ta conclusion, que t'aimes ou t'aimes pas, il y a une histoire qui est bien assemblée, bien complète. Là, la fin, c'est son choix. Ça me dérange pas trop. Ça finit sur un peu une queue de poisson. Mais quand tu y réfléchis 2 secondes, toute l'histoire qu'on vient de voir ne fait pas de sens. Ouais, c'est ça. Mon problème, en fait, le principal, c'est que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes twists dans la BD. Oui. Mais si ces twists-là viennent annuler des événements de la BD, c'est comme pourquoi tout ceci est arrivé si le but, c'était de kidnapper la jeune fille par les gens qui sont là depuis le début. Pourquoi ils font le tour des États-Unis? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Comme tout ceci est du zigonnage pour nous donner des punchs. C'est ça. C'est le bout, je me suis rendu compte. Au début, je me suis dit, l'agent du FBI qui la recrute pour l'aider, finalement, il peut pas être un double agent. Il peut pas travailler avec le culte parce qu'il va... il n'y a pas de raison sinon de passer à travers les États-Unis pour retrouver d'autres enfants qui eux-mêmes sont aussi été assassinés par le culte. Donc le culte sait où ils sont. T'sais. C'est pas comme s'il y avait besoin de Nathalie pour les retrouver. Puis là, quand tu y penses, pourquoi ils l'ont pas juste kidnappé tout de suite puis ils l'ont amené à la grotte? Attends, puis ils l'ont amené dans une maison avec pas la bonne ancienne petite fille?
Non, Puis ils ont attendu... elle était morte. Elle était déjà morte. Oui, mais tu sais, il y avait comme quelqu'un qui prenait sa place. Ils ont attendu qu'elle s'en rende compte. Même comme chose. tout ça. Pourquoi c'est mis en scène? Même chose quand ils ont décidé de kidnapper l'agent du FBI avec un coup de matraque dans la tête. Il n'y a pas de raison. Ben, tu voyais tout ça, c'est une métaphore du logo du culte qui est un labyrinthe à laquelle tu dois rentrer pour aller. Ben, tu vois, On est dans Lost, là. ben, je pense que c'est ça, mais check. Moi, la fin, justement, marche moins bien pour moi parce que là, je trouve que la fin, c'est comme superficiellement, le récit, ça ressemble plus à Reckless. Hey, on va là à cause de indice A, indice B, puis là, on va à telle place, puis là, il y a un guet-apens, des affaires comme ça. Et la fin est comme floue un peu, et justement comme plus leurs 2 derniers livres qui sont plus expérimentaux. Puis là, à cette heure, on en parle, je réalise que tout le récit est peut-être genre plus expérimental, c'est juste qu'il s'est comme habillé superficiellement à une affaire plus structurée. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé un peu plus ça, mais là, je vois, alors que j'en parle avec vous autres, qu'en effet, c'est bancal de cette façon-là, mais tu sais, je crois que on veut nous faire sentir qu'on est dans cet univers-là un peu étourdissant, malhonnête, sale, paranoïaque. Potentiellement occulte aussi. Ben, tu vois, ça, je trouve que c'est un aspect qui est intéressant de ce récit-là, c'est que s'il y a bien une affaire, si, ma foi, tu lis sa bibliographie comme moi constamment, c'est bien une affaire que Ed Brubaker aime faire, c'est à la fin du premier acte ou au début du 3e acte, t'es comme culte satanique. Il y a un culte satanique. Même, il y a une case dans où que tu vois un gars avec une genre de capine de druide avec un couteau que la lame est dentée. C'est comme ça, il y a ça 1000 fois dans leurs livres qu'ils font ensemble. C'est des cultes secrets, il y en a tout le temps. Fait que j'étais comme content que page 3 est comme il y a des cultes ici. J'étais comme content, mais là, on dirait qu'en effet, ça devient une structure quasiment pour tenir les flashbacks ou qui interrogent juste ça. ces idées-là. Puis ces parties-là sont tellement bien écrites, ça reste comme une classe de maître en écriture de bande dessinée, narrative, que ça pardonne le fait que la prémisse même de la BD ne fonctionne pas quand tu y réfléchis 2 secondes. Mais la raid est tellement le fun que tu finis par l'oublier. Tu sais, il y a un moment où elle fume, là, Nathalie Burns fume sur un balcon, puis c'est dans un petit village, tu sais, sur un motel, puis c'est un petit village qui est pas trop loin d'un incendie de forêt. Puis j'étais comme, quel setting intéressant, Christy, pour une scène, tu sais, puis tu sens l'atmosphère avec la fumée, là, finalement, il faut qu'il évacue. Tout ça, il y a des Christy de belles scènes. Comment il recontextualise les événements des années 80, de la satanique panique, puis la notion de faux souvenirs, c'est super bien amené. Clairement, le gars, il a fait, il a regardé les gens du CPE qui avaient été arrêtés, le fameux livre là, de faux souvenirs ramenés à la mémoire. Là. Il y a eu un documentaire là-dessus. Là. J'ai oublié le titre. Là, mais, Michelle Remembers. Michelle Remembers. Je l'ai googlé. Exactement. Il y a un super documentaire sur la plateforme de CBC. J'en ai parlé à l'émission. Ed Brubaker est au courant de ces choses-là. Il a son talent. C'est du dialogue qui coule. Ça s'emboîte super bien. Mais quand tu réfléchis au fait que tout ça sert à fuck all, parce qu'ils ont mis... Le but, c'est qu'ils mettent la main sur elle, puis ils ont mis la main sur elle dès le départ, la prémisse s'effrite. Ouais. Malheureusement. C'est ça ma grosse déception. C'est pas la finale. C'est ça qui s'effrite qui ben, il y a ça. Moi, l'affaire qui m'intéresse, c'est que justement, oui, il y a un culte, mais on ne sait pas si le culte existe véritablement. Puis ça, j'ai trouvé ça parce que justement, avant, il était souvent, hey, ça existe ça. Puis c'est ça qui rend. Ouais, ben là, Fatal est entièrement juste ça. Puis tu sais, il en a un peu. En tout cas, bref, j'ai bien aimé ça, mais. Après ces 2 derniers livres, j'étais comme j'aimerais ça un petit peu plus enquête traditionnelle, j'aimerais ça qu'il fasse un autre Reckless, j'aimerais ça là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi que tu sais, ils sont assez prolifiques que peut-être qu'ils voient les ventes, puis là il s'est dit comme ben si j'habille ça plus Reckless, ça va vendre plus, puis mais je veux mes affaires funky. J'espère pas que c'est l'indication qui devient entre guillemets là, paresseux. Ben, c'est un gars brillant, Ed Brubaker. Je comprends pas qu'il a laissé ça. Tu sais, si t'enlèves le fait que l'agent du FBI est une taupe, ça fonctionne. Parce qu'ils sont vraiment en quête de vouloir régler la situation. Moi, je pense
qu'ils ont été paresseux. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a un bout, là, tu sais, à la fin, ils amènent la fille dans la grotte. Eux, ils vont faire sauter, ils mettent de la dynamite pour faire créer un portail pour un démon. Bon, ils croient à leur shit. Que ça soit vrai ou pas. Puis là, il y a un problème, ça pète, elle a réussi à s'évader, elle s'en va avec son frère, tu sais. Dans la narration, elle dit « selon ce que mon frère m'a dit, la dynamite, c'est de la vieille TNT, c'était instable et tout, tu sais. » Là, je suis comme « OK, fait que son frère, il est blessé, mais il va survivre. » Puis là, il meurt 2 pages plus loin, en agonie, en parlant pas, tu sais. Pendant qu'elle est comme, on est déjà venu ici, il y avait un inconnu, une autre affaire pas résolue. Puis là, elle dit, là, je suis comme, quand est-ce qu'il t'a dit ça, ton frère, dans le bout où il pouvait plus parler? Probablement, mais blessé, c'est dans la forêt, là, dans le moment où il cherchait à s'évader. Mais, tu sais, tout ça, mais c'est ça, on y trouve des excuses, mais j'étais comme, ça, c'était botché vite sur un coin de napkin. Ça, c'est un peu genre les enfants étaient sauvés par, mettons, mots. Dans le récit, plutôt, à un moment donné, ça parle beaucoup de comment tu fais de faire la différence entre les affaires qui sont arrivées pour de vrai puis des affaires que tu t'es racontées par la suite, puis éventuellement, tu fais plus la différence, puis ils sont là pareil. Je pense que c'est peut-être une feinte vers ça, mais je dirais pas que tu vas pas dire comme maintenant la fin satisfaisante. Ça va pas arriver non plus. C'est là où j'ai l'impression. C'est ça. C'est tellement un duo qui est excellent. C'est tellement un duo qui a livré à multiples reprises. Tu t'attends à plus, puis tu t'attends pas à cette. C'est comme une erreur de débutant. C'est comme une erreur un peu facile. Puis je sais pas pour les gens à la maison si on peut lire la bande dessinée. Ce qui est clair, ce qu'on essaie de dire en ce moment, c'est la prémisse de elle et de l'agent du FBI, c'est on va aller avertir les autres. C'est comme Yellow Jacket, en fait. On va aller avertir les autres survivants là, de ce culte-là ou du culte qu'on pensait qu'on a dévoilé qu'on était jeune avant qu'ils se fassent assassiner. Et le plan du culte, c'est kidnapper Nathalie. Ouais. Ben, si elle est avec une taupe tout le long, puis attendent la fin, puis ils font une mise en scène pour la kidnapper, tout au long de ce voyage-là, il aurait pu la kidnapper. Puis pour moi, c'est ça le plus gros problème de la bande dessinée, c'est ça marche pas. Littéralement, un bout est déjà menotté, tu sais. C'est ça. Il l'amène en quelque part. Je suis comme, pourquoi t'attends pas aller direct? Mais je veux dire, il l'a sorti de prison, puis il l'amène un peu partout. Il l'a déjà kidnappé, là. Elle est déjà un peu kidnappée. Elle est pas menottée, certes, mais... Oui, mais tu sais, il attend à un moment donné qu'elle sorte. Il va donner un coup de matraque dans la tête du dude. Puis elle sait même pas où est-ce qu'il est amené. Puis, elle va aller voir chercher son frère. Tu sais, mais tous les personnages sont intéressants. Le frère qui est en fait, tu comprends que c'est quelqu'un qui est dans le spectre, qui est excessivement intelligent, mais comme plusieurs ont commencé à triper sur les conspirations, puis les théories du complot, puis c'est un de ces genres d'internet troll qui adepte d'une certaine culture. I'm in this picture and I don't like it. Là. mais tu sais, il y a du relief à ces personnages-là, mais il y a de quoi dans le fondement fondamental de l'histoire qui marche pas. Puis c'est ça qui fait que je peux pas donner, mettons, un 10 sur 10, quoi qu'on donne pas de note à l'émission, mais que malgré tout, c'est que j'ai aimé tout. Ben, moi aussi, mais en même temps, regarde, ils vont en faire un autre l'année prochaine. Ben oui. M'a l'acheter. Fait que, tu sais, s'il y a un dip ou encore là, tu sais, moi, je leur donne. Sur le lot aussi, une fois, une petite baisse. Puis, tu sais, encore là, c'est ça. Moi, pour vrai, j'ai fermé le livre, j'étais content, tu sais. Oui, c'est vraiment après que j'étais comme. Tu sais, j'y repensé le lendemain, j'étais comme, c'était quoi donc l'affaire avec le bonhomme dans la forêt? J'ai-tu lu trop vite? Puis là, on dirait que j'ai comme commencé à y penser. Puis là, je suis comme, ça marchait pas. Ça m'a pas buggé, cette affaire-là. C'est un souvenir à moitié rassemblé. On retrouve la cabane. Oui, mais c'est juste que, tu vois, ça me gosse pas tant que ça soit pas résolu, mais elle en a assez parlé pour que le lendemain, je me dise, voyons, c'était quoi la finalité de tout ça, tu sais? C'est laissé alors qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment, en fait. Mais je pense que ça fait partie des éléments comme les sirènes qu'on entend dans le village qui annoncent une frappe potentiellement nucléaire. C'est là où c'est ces éléments-là, comme quand on retrouve la cabine, qui sous-entendent qu'il y a vraiment un aspect paranormal ou occulte à l'histoire. Mais ça reste subtil. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à du True Detective. Ça baigne dans une atmosphère qui est campé dans du réel, il y a du paranormal, mais le paranormal ne se révèle qu'à la toute fin. Puis même là, déjà, est-ce que c'est dans la tête du personnage ou c'est vraiment arrivé? Ça, j'ai retrouvé la vibe. J'aurais pu faire jouer la toune d'intro de True Detective par-dessus Houses of the Unholy, puis ça aurait été parfait. Mais j'ai aimé Malade. Anyway, je me répète. Je pense qu'on dit tout un peu la même chose.
Suggère quand même. Un suggère, oui. Aussi. Aussi à noter, comme de même, je pense que ça s'est terminé cet été ou en début de l'automne, mais Criminal va être une série sur Amazon avec un gros cast qui finit d'être tourné justement, qui était fini d'être tourné genre à Portland cet été. Good. Puis je pense, on dirait qu'ils vont adapter comme les 2 premiers chapitres en une série où je sais pas s'ils vont faire comme un 6 c'est un livre puis 6 c'est un autre livre, là, mais regarde, moi je les ai tous relus récemment, je trouve ça merveilleux, puis de voir le gros cast qui est derrière ça, j'ai hâte de voir ça. Puis aussi, je sais pas si vous en aviez parlé, mais de Cape Crusader, que c'est Ed Brubaker qui renaît Writer's Room aussi, fait que il reste toujours du Ed Brubaker pour nous tous. Il est tellement bon, Ed Brubaker. Ben oui. Ben oui. Moi, je veux encore à ce jour mon adaptation de Gotham Knights en télésérie. Ils ont fait Gotham, c'est pas Gotham Knight, pas Gotham Knight, mais Gotham Central. Ouais. Un poste de police qui c'est dans Gotham City. Éventuellement, peut-être. T'as-tu un story arc préféré de Gotham Central? J'aime beaucoup le premier. Pour vrai, le truc avec le premier, quand les 2 policiers arrivent, puis ils arrivent face à face avec un Mr. Freeze qui se cachait. Il y avait aucune idée qui était là, puis il y en a un qui se fait congeler et assassiner. Là. Et l'impact que ça a sur les collègues, puis ils veulent tout le pogner Mr. Freeze avant Batman. Je pense que c'est un de mes storylines préférés. Juste pour l'impact que ça a. Moi, c'est mon. Lui, c'est très bon, mais moi, j'aime quand il trouve un adolescent mort dans un costume de Robin, puis ils sont comme. Est-ce que c'est Robin? Ouais, On n'a aucune façon de le savoir. Ou quand le Joker s'en mêle. Ou ils ont la chienne. L'affaire du Joker aussi est vraiment bonne. En tout cas. C'est une belle relecture de la BD dans notre forme. Merci Yannick. Hey, t'as-tu, à part on va plugger la soirée du méga quiz. Oui, le méga ciné-quiz de Space. Méga ciné-quiz. Qui va être le vendredi 1er novembre. Exact. On a très hâte. Ça va être fun. Au Théâtre Plaza. Soyez des nôtres. Du rire, des questions. Des drinks, des prix à gagner à la fin de la soirée, des invités spéciaux qui vont venir poser des questions et des invités encore plus spéciaux qui vont peut-être interrompre le quiz, sortir de la fiction, interrompre le quiz. On a hâte de voir ça. Laurent sera un participant cette fois-ci. Oui, d'ailleurs, j'allais dire que ne vous fiez pas à gagner des prix parce que c'est moi qui vais repartir avec. Shot fired. Alors, c'est ça. Laurent vient de dropper le gauntlet. Alors, si vous voulez vous assurer qu'il n'ait pas ces beaux prix, soyez présents et venez là pour le combattre. Sinon, je fais un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, disponible au voyeursdevue.com et sur toutes les plateformes audio à chaque semaine avec mon ami Alex Rose. On est en plein Choctobre. On parle de plein de films d'horreur. Cette semaine, dans notre prochain épisode qui va sortir ce samedi, on va parler de Rosemary's Baby et La peau blanche. Film québécois? Film québécois. On fait tout le temps un film québécois chaque semaine quasiment. Fait que là, notre thématique, c'est ma foi... des belles dames très pâles et qui vont moins bien. Ouais. Fait qu'il y a ça, puis aussi, je travaille pour Tribute Games et récemment, on a sorti un nouveau DLC pour le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge qui s'appelle Radical Reptiles, dans lequel tu peux avoir Mono Gecko et Mona Lisa, 2 personnages adorés du canon de TMNT. Je ne connaissais pas, moi, ces personnages-là. Est-ce qu'ils sont dans les nouvelles séries ou c'est comme dans... Ils sont dans les bubbles originales. Ils sont dans le toyline original. Ils ont eu chacun un épisode dans la série animée de 87. C'est ce qui suffisait pour avoir une figurine jadis. Exactement, mais il était resté dans l'âme et le cœur des fans et les nôtres aussi. Alors, on a décidé de les amener pour la fin de notre périple sur TMNT Shredder's Revenge. Ma foi, c'est juste 4$. Puis en plus, il y a une update gratis avec des nouvelles tracks vraiment cool. Alors, si vous n'avez pas joué depuis un bout, il y a du nouveau gratuit, mais achetez ça aussi, c'est fait avec amour. Il était sur Game Pass, je sais pas s'il l'est encore. Il était sur Game Pass de Xbox pendant un bon petit bout, mais les DLC ne le sont pas cependant. Donc il faut payer pour. Oui, c'est super correct, rendu le 4$. Mais là, regarde. Christy, bon stock. Merci à toi là, Yannick d'être passé. Merci à M. Jarrettman, merci à toi Laurent, merci à vous à la maison parce que vous allez acheter maintenant, là, sans attendre, des billets pour le spécial d'Halloween et Mystérieux Étonnant le lundi 28. On fait ça au Théâtre Plaza. Porte 19h, entrée show plutôt 20h. Et comme on l'a annoncé tantôt avec Jarrett, des amis de Front Froid sont là pour, après la enregistrement, signer les dédicaces. Donc, les auteurs Olivier Carpentier, Caroline Brault, Jake Dion, Dominique Carrier et Charlotte Gagnon-Soucy seront présents pour dédicacer des albums de U-Town, Far Out, Hiver Nucléaire, Alice et Skate Park. Il y a d'autres titres du catalogue de Front Froid et de Nouvelle Adresse qui seront disponibles sur place. Donc, garochez-vous. Raison de plus d'être présent. En plus, faire signer votre livre après. C'est génial. Faites attention à vous autres. On se revoit la semaine prochaine avec Rémi Fréchette pour son film Time Man qui est également prochain dans le cadre de Space. Bye bye. Bye.